Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Alors, ce ne sera pas vraiment un nouvel épisode puisque pour l'été, on va marquer une petite pause, mais on va vous proposer des rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché. On commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de les programmer pour les prochaines semaines de cet été. Allez, profitez bien du soleil, de la plage, de la montagne, de tout ce que vous voulez. Profitez-en pour faire du sport avec des écouteurs et nous écouter. On attend vos retours avec impatience. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs! Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, nous avons un superbe invité, ou plutôt une superbe invitée, mais juste avant, mon co-animateur, cofondateur du podcast et fondateur de la marque Ohana, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano, ravi d'être là. Et pareillement, surtout qu'aujourd'hui, nous recevons une invitée et pas n'importe laquelle. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité multisport, l'actualité de l'endurance, l'actualité de l'aventure, vous devriez forcément avoir déjà entendu son nom, à savoir Perrine Fage. Salut Perrine. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, merci. Bon alors on arrive quand même enfin à booker ce rendez-vous entre nos différents agendas bien surchargés et puis surtout le décalage horaire parce que si je ne m'abuse, aujourd'hui à l'heure où on enregistre, tu n'es pas en Europe. Oui, je suis à Riyad en Arabie Saoudite, mais bon ça va, on n'a que 2 heures, mais moi je me couche très tôt parce que je me lève très tôt. Voilà, du coup on te fait enregistrer assez tard parce que avec les 2 heures de décalage en plus, il n'est pas si tôt que ça chez toi. J'irai au lit directement après. Ça va. Perrine, déjà, on est enchanté de t'avoir sur le podcast. Déjà, on manquait beaucoup de voix féminines. Donc déjà, tu nous permets de rehausser un petit peu ce niveau. Et puis surtout, on est très, très heureux de t'avoir parce que Perrine Fage, ce n'est pas n'importe qui dans le monde du sport, de l'ultra, du triathlon et autres. Mais justement, on va revenir là-dessus. En tout cas, on a une tradition sur le podcast. C'est qu'au tout début de ce podcast, on donne la parole, le micro à notre invitée pour qu'elle se présente. Donc Perrine, qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis, comment as-tu découvert le sport? Bonjour, merci de me recevoir déjà. Donc, je suis Perrine, j'ai 41 ans. Et on a le même âge. Je suis avocat dans la vie. Je suis française expatriée en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite depuis 1 an et au Moyen-Orient depuis 6 ans. J'étais au Qatar auparavant. Je dédie tout mon temps libre au sport et à l'aventure. Voilà, donc je pense que ça c'est la particularité. Et puis, je sais pas. Alors j'ai découvert le sport. J'ai été une enfant athlète puisque je dis enfant oui parce que c'était très très jeune. J'ai fait de l'équitation à haut niveau. J'étais en équipe de France à 12 ans. 14, 15 et 10 et 16. Voilà. Donc j'ai fait de l'équitation en dressage à poney et puis après en concours complet à cheval. Tout ça en junior. Et ensuite, j'ai eu le choix de faire ma carrière professionnelle dans l'équitation. Et j'ai finalement décidé d'avoir une vie normale. Une vie normale. Alors déjà, il faudra que tu nous aides à définir ce que c'est qu'une vie normale. Et puis avec toi, quand on suit un petit peu ton parcours, même si on le fait pas exprès, forcément ton nom pop un peu partout. Mais quand on suit ton parcours, je veux pas croire que tu as une vie normale. Oui, en fait, je dis une vie normale parce que je pense que quand on est cavalier pro, quand j'ai décidé à la fin une fois que j'ai passé le bac, je suis partie aux États-Unis travailler dans l'équitation. Et là, je me suis rendu compte qu'être cavalier professionnel, ça voulait dire embrasser une carrière, mais une façon de vivre. Et je pense aussi que je me suis un peu ouvert au voyage parce qu'en fait, moi, toute ma vie, j'allais monter à cheval et j'allais à l'école et c'est tout. Et à l'école, j'avais même pas d'amis, rien. J'étais juste dans le cheval. Même au cheval, j'avais pas spécialement d'amis. J'étais vraiment concentrée sur mon rapport avec le cheval et travailler pour être compétitive. Et je me suis rendu compte que en fait, il y avait d'autres choses dans le monde.
et d'autres choses à faire, d'autres choses à découvrir, et que peut-être, quitte à passer à côté de beaucoup de rêves, d'aller faire les JO ou d'être la meilleure cavalière au monde, peut-être en fait je préférais faire autre chose. Et donc je me suis inscrite à la fac. Au bout de 3 mois aux États-Unis, même pas, ça faisait 2 mois j'étais là-bas, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit en fait je vais rentrer dans 1 mois et je vais m'inscrire à l'université. Et j'ai arrêté petit à petit parce que j'ai continué à monter à cheval, mais pour moi, le faire à moitié, ça servait à rien et naturellement, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai arrêté quelques années, j'ai fait mes études et puis en fait, petit à petit, j'ai commencé à voyager, à me remettre au sport. Et puis la trentaine arrivant, comme tout le monde, hein, à me remettre encore plus au sport. Et puis c'est devenu, j'ai découvert la montagne et je me suis rendu compte que pour faire de la montagne de manière un peu plus engagée, il fallait que je m'investisse un peu plus dans le sport, que je me mette dedans. Et puis voilà. Et puis le premier marathon, une chose en amenant une autre, c'est allé très vite en fait. Ouais. Ah ouais, très, très vite, mais on va revenir justement sur ta carrière. Moi j'ai quand même une question, c'est que tu nous dis que quand tu étais jeune, tu étais athlète de haut niveau, même de très haut niveau, et puis finalement tu t'es lancé dans les études. Comment est-ce que tu as vécu cette phase d'arrêt ? Alors, tu nous expliques que cette phase d'arrêt du sport, même si c'était progressif, tu l'as vécu un petit peu, tu as été confronté à la réalité de la vie de sportif de haut niveau, et tu t'es dit finalement c'est pas pour moi. Donc à la limite, c'est peut-être un peu plus facile de faire son deuil de sa vie de sportive, mais est-ce que c'était pas extrêmement compliqué à gérer et puis de se mettre après dans les études, et est-ce que tu as géré tes études de la même manière que tu aurais pu gérer ta carrière de sportif de haut niveau, c'est-à-dire à fond? Je pense que quand je me suis mis dans les études et puis j'ai un peu découvert la vie, hein, j'ai un peu fait la fête, etc. Toutes les choses que j'avais pas fait quand j'étais à cheval, mais néanmoins je suis allée vraiment au bout des choses, dans le sens où au lieu de faire des études de droit classique, je me suis allée jusqu'au bout, jusqu'au doctorat, alors que ça sert absolument à rien. J'avais vraiment besoin de ça, quoi, d'aller au bout de tout. J'avais besoin de découvrir les études à l'étranger pour voir ce que c'était, les études aux États-Unis, au Canada. J'avais vraiment besoin d'explorer même cette filière-là, ce que je faisais déjà. Finalement, je suis comme ça dans la vie. Au final, oui, ça c'est la même chose. Je n'ai pas eu j'ai pas eu le manque, dans le sens où c'est un choix que j'ai fait moi-même, qui s'est fait un peu tranquillement finalement. C'est pas mes parents qui me l'ont imposé, parce que parfois c'est rare des parents qui à 18 ans disent à ses enfants tu fais ce que tu veux, si tu veux tu fais pas d'études. Moi mes parents, j'ai raté le bac, ils m'ont puni pendant 1 an. Donc pendant 1 an, j'ai pas fait de cheval. Mais par contre, une fois que j'ai eu le bac, ils m'ont dit tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu veux être cavalière professionnelle, tu t'en vas, tu veux aller aux États-Unis, tu pars aux États-Unis, tu veux aller travailler chez Mark Todd en Angleterre, t'y vas. Donc ça, et puis finalement, j'ai eu le choix et c'est une décision que j'ai fait moi-même. On m'a déjà dit, mais t'as pas fait le deuil de ça, regarde ton rapport aujourd'hui au sport, à la compétition. Je crois pas, quand je vois aujourd'hui des gens avec qui moi j'étais en équipe de France junior qui sont au JO. J'ai pas d'amertume. Après, c'est vrai que oui, c'est sûr que dans ma vie, j'aurais aimé un jour faire les JO. Mais bon, j'ai fait d'autres choses. Voilà. T'as un peu fait les JO du droit et puis t'as fait d'autres types de JO. Alors justement, c'est peut-être le moment de passer un petit peu sur ton palmarès. Quand on tape Perrine Fage sur Google, on trouve du marathon, on trouve du triathlon, on trouve des choses un petit peu atypiques aussi, puis parfois un petit peu entre les deux, notamment l'enduro. Oui, alors l'enduroman, ça a été... c'est une course que j'ai voulu faire une fois que j'avais fait le tour de l'Ironman, le tour à mon sens, pour moi en tout cas, où j'en avais un peu assez. Bon, c'était très rapide, hein, ça a duré 2 ans et demi l'histoire. C'était plié, mais en 2 ans et demi j'en ai fait un paquet. Et donc je me suis inscrite à l'enduroman parce que j'avais cette boulimie de faire le truc le plus dur. Donc j'ai littéralement tapé sur Google triathlon le plus dur au monde, hein. Ça s'est passé comme ça l'histoire. Après, il y en a beaucoup aussi. Il paraît que le plus dur au monde, c'est en brun quand même, non ? Oui. Le Northman, ils disent pareil. Donc, Ouais, alors ça c'est vrai que quand j'ai fait le Northman, j'ai bien compris que c'était pas le plus dur au monde.
ça c'est sûr. Hein. Mais c'est peut-être un des plus sympas au monde, mais c'est pas le plus dur. On est d'accord que c'est une appellation qui veut rien dire et de toute façon, moi je suis pas du tout pour catégoriser. En revanche, c'est vrai que là, j'avais envie de me tourner vers une distance plus longue et il y avait ce truc c'est quand même c'est fou quoi de se dire je relie Londres à Paris, traverser la Manche, c'est quand même une course qui est quand même ouais, ça, c'est quelque chose, il y a un peu de sens. Et il y en a encore plus, en fait, quand tu comprends après ce que c'est que de traverser la Manche. Mais ça, je le savais pas quand je me suis inscrite, en revanche. On peut peut-être rappeler, du coup, ce que c'est l'enduroman. Oui, alors l'enduroman, c'est une course, donc, où on part ça s'appelle le Arch to Arc, on part de Marble Arch à Londres, et on finit à l'Arc de Triomphe. Donc, 130 km de course à pied qui relie Londres à Douvres, la traversée de la Manche et ensuite de Calais à l'Arc de Triomphe, 300 km de vélo. Tout ça avec l'horloge qui est déclenchée à Londres et qui a arrêté à Paris. Donc la difficulté de l'épreuve, bien sûr, réside dans la traversée de la Manche, mais aussi à gérer ces temps de repos à la T1 et à la T2, je veux dire, puisque en fait, quand on attend à Londres et on nous dit, en fait, la traversée de la Manche, c'est comme une fenêtre météo d'une ascension d'un sommet. Par exemple, quand vous allez monter le Mont Blanc, on vous dit demain il y a une bonne fenêtre, enfin pas le Mont Blanc, mais d'autres montagnes. On vous dit voilà, il y a une fenêtre à telle heure. Donc là, en gros, on attend à Londres. Il y a le directeur de la course qui nous appelle et qui nous dit après-demain, le bateau il part à 1h du matin. Et de là, nous, l'athlète définit lui-même son heure de départ en fonction du temps qu'il estime mettre entre sa course à pied et sa T1. Sa première transition. Ouais, puis pour rajouter un petit peu de complexité aussi, tu as dit c'est une course, oui, c'est une course contre soi-même et contre le temps, parce qu'en réalité, c'est un parcours qu'on fait seul. Il y a pas d'autres concurrents qui partent en même temps que toi. Et puis, tu nous as donné les kilométrages entre Londres et Douvres et entre Calais et Paris. Mais par contre, au niveau de la Manche, on l'aura bien compris, c'est là que réside la difficulté. Selon les courants, on peut faire 30 km comme on peut en faire 60 ou même comme on peut ne jamais arriver jusqu'à... Selon les courants, mais surtout selon le niveau du nageur. Parce que plus on nage doucement, plus on nage. Donc, alors, c'est effectivement vrai qu'il y a une question de courant, mais un nageur rapide ne nagera jamais 70 km comme moi je l'ai fait. Alors quand tu dis un nageur rapide, c'est-à-dire typiquement toi tu fais pas sur Ironman par exemple. Moi sur Ironman je fais 1h15 quoi. 1h10 allez quand je suis en forme. Mais allez, j'ai déjà dû faire un 1h05 quoi. Moi je suis pas une bonne nageuse. En revanche, j'ai le même pace sur 20 heures. Donc moi c'est un peu bizarre quoi. C'est-à-dire que tu me mets sur 3 km ou sur 30, je fais la même vitesse. Non, mais moi je te comprends tout à fait. Je suis aussi mauvais nageur et c'est pareil effectivement que je peux nager 500 mètres ou 3 km. J'ai pas été beaucoup plus loin comme toi, mais je suis persuadé qu'à chaque fois c'est plus ou moins pareil, à quelques secondes près. Et ouais, mais ce qui est assez fou parce que tout le monde me dit c'est parce que t'as pas pris des coachs. J'ai tout fait. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est parce que le plafond de verre entre guillemets, il est technique quoi. C'est pas une question de condition physique ou de force ou n'importe quoi. C'est vraiment on n'a pas la technique quoi. Bon alors après, en revanche, sur des durées aussi longues, donc il y a quand même des blessures qui apparaissent. Même si moi j'avais fait vraiment du gros volume, donc j'étais prête à nager 70 km, mais c'est vrai que en fait, les épaules, comme tout le monde, on le sait, il y a plein de petits muscles dedans, etc. C'est quand même des parties du corps qui se blessent et au bout de quand t'es en train de nager, ça fait 20 heures, c'est difficile quoi. Moi à la fin j'ai eu des tendinites au bras là plutôt, les épaules ça allait. Mais c'est quand même quand on nage ces distances-là, faut quand même faire une préparation physique haut du corps qu'on fait pas forcément en triathlon. Un Ironman quoi, mais oui c'est et puis la traversée donc là moi je prépare la vraie traversée, donc parce qu'en fait quand on traverse la Manche pour l'enduroman, on a le choix de faire une catégorie avec combinaison ou sans combinaison.
En général, quand on veut être un peu rapide ou faire un record, on le fait avec combinaison. Et puis surtout qu'en général, on n'est pas des très bons nageurs. Hein. Les gens qui font l'enduroman, il y en a pas. Enfin, il y en a quelques-uns, mais pas tous. Et donc la combinaison. Il y en a eu quelques-uns quand même. Après, la facilité, c'est que sur l'enduro, vous n'êtes pas à 10 millions, donc c'est facile aussi de regarder la liste. Non, les excellents nageurs, il y a eu que l'Australien et si un Belge aussi. Moi, excellent nageur, l'ophtalmo, là, je sais plus comment il s'appelle, Julien. Celui qui a battu le record. Julien, celui qui a battu le record, il a nagé. Non, Lionel, c'est un athlète. Il était à Kona en même temps que moi. Il met 9h40 à Kona, je sais plus. Et il a nagé en 20 heures la traversée. Par contre, il a envoyé au vélo, il a envoyé à la course à pied. Il s'est pas reposé. Et il a fait vraiment une belle course en nageant pas bien. C'est beau parce qu'il est proche des 48 heures et. Non, il y avait un Australien qui était très très fort. Pareil, sur Ironman, qui doit être, je sais pas, je pense qu'il a fait vraiment des très bons temps. Cet Australien-là a fait une double traversée, donc en maillot, avec un très bon temps aussi. Et en fait, lui, il est tellement, il a un mental assez particulier. Et à chaque fois, il arrive à l'enduroman, il dit, je vais tout exploser, sauf qu'il explose. Et il explose à la course à pied. Parce que c'est vrai que la course à pied, elle est facile, mais c'est quand même 130 bornes de route, quoi. Et en fait, ça fait quand même mal. Donc, non, mais c'est marrant. Je veux dire, c'est plat, Olivier, c'est pas du trail, quoi. Et en fait, ça fait mal. Ouais, quand même. Hein. Et donc, oui, la traversée. Donc, normalement, la vraie traversée de la Manche, au sens des puristes et de la Channel Swimming Association, qui régule les traversées de la Manche, c'est un lobby anglais puisque les Français veulent pas en entendre parler. Si on veut être considéré comme nageur, quelqu'un qui a traversé la Manche inscrit au tableau, il faut qu'il l'ait fait en maillot de bain sans aucune aide. Et la combinaison, évidemment, est une aide, ça c'est évident. Donc, en fait, moi, je prépare cette année la traversée de la Manche en maillot. Donc c'est un peu audacieux quand on voit la difficulté que j'ai fait à faire avec une combinaison. Mais bon, voilà, on va voir. Attends, est-ce qu'on a mis les deux pieds dans le plat directement? Mais l'enduroman, c'était quand? T'as fait ça tout de suite après ta série d'Ironman? C'était ta première expérience en ultra? Non, c'était pas ma première expérience en ultra, parce que j'ai fait des ultras pour préparer l'enduroman. Alors, l'enduroman a été donc enchaîné. Je me suis inscrite juste après toute cette série d'Ironman. Je me suis inscrite au mois de décembre. Tout de suite, j'ai commencé à nager, à augmenter un gros volume de natation. Et au mois de février, j'ai commencé l'ultra-distance à vélo, tout simplement par hasard, parce qu'il y avait une course à côté de chez moi, un biking man, ça s'appelait. Et c'est 1000 km de vélo. Et moi, je connaissais pas du tout ce genre de course et ça m'intéressait pas du tout parce que pour moi, c'était du bikepacking, c'était des gens qui faisaient le tour du monde à vélo avec des sacoches sur leur vélo. Donc je pensais que c'était... Ouais, enfin, je savais pas du tout, je connaissais pas du tout ce milieu, je savais pas que c'était vraiment une course. Enfin, si, je savais qu'il y avait un chrono, mais bon, donc on s'est inscrit avec une copine. Et parce que j'étais un peu angoissée quand même, je me disais non mais je vais me perdre, moi j'ai toujours la phobie de me perdre, etc. La navigation c'est pas trop mon truc. Et puis on s'est inscrit et en fait bon très rapidement ma partenaire a abandonné parce elle s'était pas entraînée, donc évidemment au bout de 300 bornes elle avait plus de coups, quoi, donc elle a dû arrêter. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, c'était la totale liberté. C'était la première fois que je roulais. Je roulais déjà seule. On est triathlète, on roule seul. Mais là, j'étais dans un pays que je connaissais pas, avec juste mon GPS. C'était la nuit dans le désert. Il y avait du vent, j'entendais les vagues. Parce qu'après, il y avait toute une partie de désert. Après, il y avait toute une partie de côte. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai senti cette liberté, ce truc. Et puis, ces efforts où on dort pas, avec le début de ces sensations de... quand on commence à pas dormir, du coup, on a des hallucinations. Son corps, il est complètement différent. Et j'ai été portée par ça. J'ai commencé à regarder un peu le tracker, à me dire tiens, je vais battre la fille devant parce qu'elle s'est arrêtée manger. Je me suis dit même si tu vas pas vite, en fait, si t'es un peu plus intelligent, tu vas pouvoir la doubler. Beaucoup de choses à prendre en compte dans la course, de stratégie. Et je me suis dit, ça, c'est quelque chose
que je vais réitérer parce que c'est vraiment intéressant. Et alors je me suis inscrite ensuite à un deuxième en Corse. Et ensuite, donc, pendant toute la préparation de l'enduroman, j'ai fait beaucoup toutes les semaines, comme on fait notre sortie de 180 le samedi, moi je faisais ma sortie de kilomètres de vélo, moi je faisais ma sortie de 6 heures de natte le samedi. Attends, et tu nageais en piscine ? Alors, non, j'étais au Qatar. Non, non, rien, il n'y a pas la mer, mais j'étais au Qatar et je nageais en mer. Et de temps en temps en piscine, mais là, là, c'est vraiment dur, quoi. Non, parce que 6 heures de piscine, faut avoir envie, quoi. Ouais, mais je l'ai fait, hein. Enfin, déjà, 6 heures en mer, c'est chapeau. 6 heures, non, parce que 6 heures en mer, tu t'ennuies moins, parce qu'il se passe des trucs, t'as des bateaux qui passent. Tu comptes les méduses. Alors, le problème, c'est que ça coûte des sous, parce qu'il faut un bateau qui te suit, ou un jet ski, ou un kayak. T'as jamais quelqu'un en kayak qui te suit, c'est rare. Un jet ski, ça coûte un peu plus cher, mais il se passe des choses, tu vois, et puis la mer, t'es dans un élément, tu vois, la mer, tu la sens, et elle bouge, tu sens les courants, il se passe quelque chose quand tu passes autant de temps, et à la piscine, non, il se passe pas de choses. Éventuellement, si tu oublies le virage, il se passe le mur, mais à part ça. Pour la petite histoire, à l'époque, j'habitais dans un hôtel et il y avait une piscine de 50 mètres et de temps en temps, mon coach, il me collait quand même des séances en semaine. Et parce que je finis tôt le boulot, donc, surtout au Qatar, je finissais tôt. Et donc, je me mettais dans l'eau, à 6 heures du soir jusqu'à minuit. Et en fait, il y avait les gars de la sécurité. J'avais une autorisation. Normalement, la piscine, elle fermait quand il faisait nuit, donc à 18h. Et les gars de la sécurité qui essayaient de me sortir de l'eau, je leur disais, mais non, j'ai autorisation et tout. Et c'était marrant, quoi. Mais toute la nuit à nager. Je me dis, je sais pas si je pourrais refaire ça. Dans tous les cas, je vais pas faire le même volume que j'ai fait pour l'enduroman. J'ai pas besoin maintenant, c'est acquis. Il y a des choses, il y a une mémoire du corps. J'ai plus besoin de faire tout ça. Je pense que il y a très peu de gens qui se sont autant entraînés que moi pour l'enduroman. Certains diront, ouais, du coup, t'es arrivé cramé. Je pense que j'avais besoin, vraiment, je partais tellement de loin en natation que c'était nécessaire. Et en revanche, ce sont des acquis que j'ai et je pense pas que je ferais de tels volumes. Je nageais 60 bornes par semaine. Je referai pas ça c'est sûr. Bon, alors c'est vrai que j'ai que la piscine, donc ça va être compliqué. Comme le disait Olivier, on a mis directement les pieds dans le plat. Je voudrais quand même qu'on revienne après avoir parlé de l'enduroman, un petit peu à ta reprise du sport et qu'on refasse un peu une overview de par où t'es passé, quels sont les sports que tu as pratiqués, quels sont les défis que tu as relevés, quelles sont les aventures dans lesquelles tu t'es lancé. Tu nous as parlé du Biking Man, mais peut-être déjà reprendre un peu chronologiquement toute ton histoire avec le sport après ton abandon au fur et à mesure de l'équitation. Donc comme je disais, j'ai commencé vraiment à beaucoup voyager, à faire à me rapprocher un peu plus de la nature, de la montagne, à faire de l'alpinisme, à aller un peu dans les Alpes, à avoir mon guide. Et puis voilà, un jour j'ai vu quelqu'un de mon bureau qui s'entraînait pour un marathon. Moi, courir, je détestais ça. Je pense que j'avais pas couru depuis. Heureusement que tu nous dis que tu détestais ça, parce que si t'avais aimé ça, je sais pas où on en serait. Depuis l'épreuve d'endurance au bac, tu vois, j'avais pas de chaussures de sport, donc j'avais 30 ans et voilà, et je suis allée les voir au marathon de Paris. J'ai dit, mais c'est vraiment ouf. C'est incroyable, je veux faire ça moi aussi. Donc là, on était en avril, et puis en juillet, je m'inscris à la salle de sport. Et comme ça coûtait hyper cher, j'y allais tous les jours. Je me dis, je vais rentabiliser l'abonnement. Mais ceci dit, c'est un bon truc, ça aussi. Hein. C'est vrai, hein. Au plus tu vas investir dans ton matos, dans l'abonnement de la salle de sport ou quoi, au plus tu vas vouloir rentabiliser, tu vas l'utiliser. Donc, Exactement. Puis c'était une bonne salle, elle était bien, ça sentait bon. J'étais bien, donc j'allais tout le temps. Et puis j'ai fait le Mont Blanc là dans l'été. Donc, c'était pour être un peu fit pour le Mont Blanc, donc j'ai fait le Mont Blanc, ça s'est très bien passé. Et en septembre, j'ai acheté des chaussures pour courir quand même. Enfin non, j'avais j'avais des baskets de salle, mais je courais pas, quoi. Je faisais des cours de sport, je me remettais en forme, mais je courais pas, quoi. Un petit peu, Et puis arrive septembre, on s'inscrit aux 20 km de Paris, là, parce que je m'étais inscrite au marathon de l'année d'après. Donc on s'inscrit aux 20 km de Paris. Et là, je dis, mais je vais jamais y arriver. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. J'ai pas couru plus 5 km, quoi.
Et puis mes copines m'amènent, elles me disent bon allez, on fait 12, si tu fais 12, tu feras 20. Enfin voilà le classique quoi. Donc allez, on court 12, j'ai réussi. Après on fait le 20 aux 20 km de Paris, ben ça se passe bien. Et puis après j'ai fait un programme de marathon en janvier et voilà, après je suis partie un peu un mois au Népal faire pas mal d'alpinisme. Et quand je suis rentrée, j'ai continué mon programme marathon et j'ai fait mon premier marathon. Et puis après, j'en ai fait un autre 3 mois après. Et puis après, je suis partie au Qatar. Et là, ça a été le début de tout parce qu'en fait, avant de partir, mes copains me disent viens, on s'inscrit au 73 à l'Ironman 73 de Aix. Et moi, je dis, bah non, on va pas s'inscrire à un 73. Si on s'inscrit à un truc Ironman, on s'inscrit à un full, quoi. Enfin, je dis, moi, je vais pas mettre ma vie de côté, m'entraîner et tout pour faire un semi, quoi. C'est comme si je m'étais mis à courir pour faire le 20 km. Non, je me suis mis à courir pour faire le marathon. Et ils me disent, ouais, non, mais là, je crois que t'es jamais monté sur un vélo. Tu sais même pas ce que c'est des pédales, machin, avec clé automatique. Non, mais ça va. Et puis je pars au Qatar, donc on est en septembre, je pars au Qatar, mon vélo il reste un peu enfermé pendant 2 mois dans sa boîte, mais par contre je courais pas mal parce que je préparais le marathon de Dubaï et je voulais déjà mettre un peu moins de temps qu'avant, et puis donc on est genre en décembre. Et j'ouvre mon vélo et je monte sur mon vélo là et je me dis donc je monte sur le vélo et je sais pas comment passer les vitesses, donc je vais sur YouTube. Parce que j'ai dit à ma mère, putain, mais il y a pas les vitesses, je sais pas comment ça se passe, j'avais pas compris que ça se passait dedans. Évidemment, je fais les pédales automatiques, je tombe. Bon, ça va être compliqué, quoi, mais quand même, je fais ma première sortie, donc une fois que j'ai compris comment passer les vitesses, je fais ma première sortie et là, je fais 30 bornes. Ah, je dis, c'est génial, je crois que je vais m'inscrire à l'Ironman. C'était fou, quoi. J'ai trouvé ça génial d'être sur un vélo. Ouais, pourtant, je faisais du Vélib à Paris, hein, mais bon, je trouvais ça fabuleux. Je dis, bon, allez, je m'inscris à l'Ironman. Donc, je redis à tout le monde. Ils me disent, non, c'est pas possible. Déjà, fais Aix, tu verras l'année prochaine. Je dis, non, mais je vais pas attendre un an, moi. Donc, on était inscrits à Aix, hein. Je dis, je m'en fous, je les écoute pas. Ce week-end, je fais 180. Et si je réussis, samedi soir, je m'inscris à l'Ironman. Et je suis partie, donc j'avais fait 30 une fois. Je suis partie, et alors bon, en Qatar, c'est l'autoroute, quoi. T'as une autoroute avec 2 fois 4 voies, et tu te mets sur le côté et tu roules, et y a rien. C'est même pas un beau désert ou quoi. Et voilà. Tu fais demi-tour, quoi. Et en plus, je me prends le vent dans la gueule, donc là, je pleurais, littéralement, hein. Donc je pleurais, mais bon, au retour, j'ai eu le vent dans le dos. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Puis accessoirement, alors je voudrais pas faire dans les clichés, mais t'étais une femme au Qatar sur un vélo, ça devait être aussi une petite pression en plus, non ? À l'époque, oui. Après, rapidement, ça a changé. Mais à l'époque, c'est vrai que oui, à cette époque-là, c'était un peu. Et puis bon, c'est des communautés. Il y a des communautés de triathlètes. Vous savez, c'est les mêmes hein, qu'en France. Le triathlon, c'est super sympa. On fait tous en club. Mais tout le monde donne des leçons. Je suis désolée, hein. Ah, mais tu fais ça, mais tu devrais pas. Alors déjà, tout le monde m'enquiquinait parce que je roulais seule. Tout le monde me disait que j'avais pas le vélo qu'il fallait, les roues qu'il fallait, le cuissard qu'il fallait, le machin. Mais tu sais, si t'achètes ce casque-là, tu gagneras 5 watts. Tu sais, si tu fais pipi avant, tu gagneras 10 watts. Hein. Enfin bon, c'est toujours ça, quoi. Et moi, rapidement, le club, il me disait non, mais tu peux pas aller rouler toute seule 480 et tout. Bon, moi, j'ai écouté personne. Hein. J'allais aux entraînements de natation parce que je voulais nager en mer parce que je connaissais pas trop. Et en revanche, après, le vélo, je faisais par moi-même. Et donc j'ai fait mes 180, j'ai cru que j'allais mourir quoi, franchement je sais pas combien de temps j'ai mis quoi, j'ai dû mettre 10 heures, non je sais pas. Et je suis rentrée, j'ai dormi c'était vendredi matin, j'ai dormi tout le week-end et samedi quand je me suis réveillée, je me suis inscrite à l'Ironman de Nice, j'ai dit c'est bon ça va passer. C'est sûr. Et là, j'ai fait les choses à la périne, quoi. J'ai pris un coach, j'ai fait un plan d'entraînement, j'ai changé de vélo, j'ai commencé à lire des trucs, à m'intéresser, à me mettre à fond dedans. Le coach de vélo qui venait avec moi pour m'expliquer plein de trucs, faire des séances aussi de force, etc. Et ça, c'était super. Il était très dur. En plus, il me rappelait ma prof de cheval. Il était horrible, quoi. Il m'empêchait de manger et tout. Et lui... Pas tout pour te faire aimer le sport.
Ouais, mais bon, moi, j'ai connu le sport comme ça, donc ça marche avec moi, quoi, ce genre de méthode. Donc ça marche pas avec tout le monde, mais ça fonctionne avec moi d'avoir un coach qui est dur. Et voilà. Et puis là, si tu veux, on se retrouve à la veille de Aix. Et là, mon coach, quand même, il m'a coaché que pour le vélo. Il me dit, tu sais pas ce que c'est un col. Parce que t'as jamais fait une seule montée, puisque tu fais 180 de vélo, t'as 100 mètres de D+, au Qatar. C'est les bumps, tu vois, c'est les dodanes. Là, il me dit, tu vas, fais Aix, mais par contre, je t'interdis d'aller sur Nice, parce que là-bas, moi, quand j'étais jeune, parce que c'est un ancien cycliste, j'ai roulé là-bas, tu n'arriveras jamais à monter un col, tu n'as jamais monté un col de ta vie. Et alors là, si tu veux, tu sais, je me mets à pleurer. Et là, il me dit, non. Et là, il me dit un truc pire. Il me dit pire, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est pire que de te dire que tu vas pas y arriver, c'est te dire, mais si, tu vas y arriver, mais tu vas finir en 16 heures, tu vas être ridicule. Et là, tu sais pas quoi penser, en fait. Parce qu'en fait, c'est encore pire que de te dire que tu vas pas arriver à faire quelque chose, et on te dit, le truc que tu vas faire, c'est nul. Alors que toi, ça fait quand même 6 mois que tu fais tout pour y arriver, quoi. Et que vraiment, on le sait tous, si vous faites du triathlon, quand même, c'est des sacrifices, quoi. Et le premier Ironman, on est quand même complètement obsédé, on pense qu'à ça, et on se dit, c'est incroyable, et on ne vit que pour le moment où on va passer la ligne. Et c'est vraiment, moi, le premier, j'avoue, on peut critiquer Ironman, tout ce que tu veux, le premier Ironman, c'est quelque chose de fou. Et là, t'as un mec, 2 semaines avant, qui te dit ça. Non, mais tu vas y arriver, mais bon, c'est nul, quoi. Et là, c'est marrant parce que je rencontre une première nana, je lui raconte ça, et c'est une nana qui a développé le cyclisme féminin au Qatar, et elle est très woman power, machin. Et je lui raconte l'histoire, je suis effondrée, elle me dit, mais Perrine, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu sais quoi, demain, tu peux t'inscrire à 1000 km à pied. Bon, je pense qu'elle avait pas conscience de ce que c'était, mais... Et elle, surtout, peut-être qu'elle te connaissait pas, elle savait pas que tu le ferais. Oui, c'est ça. Et elle me dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc là, je commence et tout. Et puis là, j'appelle mon père, et c'est marrant parce que mes parents, ils sont assez durs avec moi. Et souvent aussi, normalement, j'étais sûre qu'il allait me dire, écoute ton coach, il faut toujours écouter ton coach. Et là, il me dit, mais tu l'emmerdes. Tu l'emmerdes, t'as fait ton truc. Fais-toi confiance. Tu sais très bien, tu m'avais dit un truc, si tu remplis à 100% ton entraînement marathon, t'as 99% de chances de finir dans les temps que t'avais prévus. Et il me dit, t'as fait 99% de ton entraînement triathlon, t'as tout rempli, ça va être la même chose sur ton Ironman. Et je lui dis, bah ouais. Je dis, ouais, mais j'ai jamais fait un col, nanana. Il me dit, ouais, tu verras. Et puis je fais Aix, et là, tu sais, la natation, elle est annulée, donc du coup, bah j'ai pas d'expérience, donc la course se passe bien, j'arrive quand même à monter le col à Aix, tu vois, mais il y avait vachement de vent, donc j'avais hyper peur. Mais bon, la course se passe plutôt bien, là, le 73 de Aix, mais bon, sans la natation, j'ai l'impression que j'ai jamais fait de triathlon en finale, tu vois. Et puis, et j'avais dit à personne que je faisais Nice, tu vois, parce que tout le monde me faisait chier en me disant, mais t'es folle, tu sais pas ce que tu vas te blesser. Ah voilà, tu vas te blesser, ça c'est la phrase. Voilà. Et mon coach me soutenait plus, donc j'avais plus personne, quoi, à part mes parents. Et puis, Aix se passe bien, et puis, je pars sur Nice, quoi. Et je me dis, j'y vais. Et là, à la natation, moi j'étais un peu stressée quand même, parce que... c'est quand même impressionnant, quoi. Ton premier triathlon, ça. Bon, ça va que les départs maintenant, c'est quand même plus des mass start, quoi. Donc ça va, mais bon, c'est quand même un peu la guerre. En fait, ça s'est très bien passé. J'ai mis 12 heures, 12h30, moi, je sais plus, 12h15. Et là, mon coach, il s'est excusé, confondu en excuses, machin. Il me dit, on va t'entraîner pour Langkawi, tu vas faire podium à Langkawi, machin. Et ouais, je lui en voulais un peu, mais je l'ai quand même gardé. Mais après, je l'ai viré après Langkawi. Mais une fois qu'on a eu le podium à Langkawi. Mais c'est vrai que normalement, quand tu arrives à bien remplir ton plan d'entraînement, etc., s'il est adapté au chrono que tu as décidé de faire,
Et que si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, s'il n'y a pas de facteur, pas de crevaison, de machin et tout, c'est quand même une recette qui fonctionne. Et donc voilà, donc ça s'est très bien passé à Aix. Et puis après, j'ai enchaîné ma boulimie de course. Donc j'ai fait plein d'Ironman, le Norseman. En même temps, je me suis un peu essayée aussi aux courses de vélo, mais alors ça a été vraiment un échec de grand fond d'eau. Mais je sais pas rouler en groupe. J'ai jamais roulé en groupe, ou très rarement. J'ai fait quelques courses de vélo au Qatar, à chaque fois je me faisais dropper. Et pareil, je pars à Singapour faire une course donc de grand fond d'eau. Parce que le championnat du monde amateur était en France. Donc je me suis dit, comme ça je pourrais faire les championnats du monde si je me qualifie et voir ma famille. Et là, évidemment, je me fais dropper parce que voilà, je sais pas tenir, je sais pas rester dans un groupe. Et puis, il se passe un truc de fou, il y a une tempête. C'était une épreuve de 136 km. Et donc, il y a une tempête. Et donc, moi, la bonne triathlète, quoi, je me mets sur... voilà, je continue, je roule. Et d'un coup, je vois le peloton en face de moi. J'arrive à rattraper. Je fais, mais attends, c'est fou. Qu'est-ce qu'elle fout là et tout. Et là, il restait genre 5 bornes. Mais c'était la guerre. Et là, j'ai compris ce que c'était. Enfin, j'ai compris ce que c'est. C'est très prétentieux de dire ça. C'est vraiment une micro-expérience. Mais j'ai compris ce que c'était le cyclisme. C'est des malades. C'est un autre sport, quoi. Donc là, c'était la guerre. On s'est insulté avec les filles. Il y avait les mecs au milieu. Parce qu'il y avait, les mecs qui étaient moins bons, qui étaient là avec nous, qu'on avait rattrapés. On a commencé vraiment la pression montée, etc. On s'est tous, parce que tout le monde arrivait en même temps. On s'est tout insulté, et puis d'un coup il y a eu le sprint et je sais pas ce qui s'est passé. Et bien j'ai fini par 4e et donc j'ai été qualifiée. 3e, 4e, j'étais qualifiée. Mais j'ai rien compris, quoi. On était 30 et on est tous partis. Et là ils me disent mais c'est bon, t'es qualifiée, tu vas. Et bon, et alors autant vous dire que au championnat du monde, là j'ai été droppée, j'ai fini peut-être dans les 10 derniers, quoi. T'avais presque fait un podium mais inversé. Oui. Mais c'était fou. Enfin, c'est fou. Le vélo, c'est autre chose, quoi. Le vélo, là, en plus, je l'ai vu au championnat du monde amateur, tu vois. C'est les gens, ils me doublent parce que les groupes, ils te doublent. Donc j'avais Jean-Gianni Longo qui te double après, mais ils vont à une vitesse de malade, tu vois. C'est des anciens pros qui sont en amateur, c'est pas ce qu'ils foutent là. Ils sont dans des cols, ils montent à 25 km/h. Toi, t'es en train d'en chier à 14, quoi. Et puis là, t'arrives à l'arrivée. Et là, t'as tout le monde qui vomit partout, qui est effondré, machin. Et je dis, mais c'est fou, c'est encore pire que l'Ironman, ce truc. Bon, voilà. Donc, c'était ma courte carrière de cycliste. Voilà, tout ça pour dire que j'aime bien essayer des nouveaux trucs, quoi. Et j'en suis venue aussi à essayer le trail par hasard. Je voulais pas du tout faire de trail parce que j'habitais au Qatar, il y avait pas de montagne. En plus, je me sens pas très agile en descente, etc. Donc et puis ça me disait rien, je savais pas, ça me parlait pas trop en fait. Ouais, c'est un sport qui me parlait pas trop. Et pourtant c'est bizarre parce que la montagne me parle, mais le trail me parle pas. C'est étonnant, quoi. Et puis un jour il y a une course toujours à Oman. À chaque fois c'est juste à côté donc de chez moi. Il y a UTMB qui organise un ultra trail. Et donc je me dis ça va, 130 km facile. Ah ouais, mais là vraiment je suis naïve, hein. Je me dis 130 bornes, ça passe. Enfin, je veux dire, j'ai jamais fait de trail, j'ai jamais couru plus de 50. C'est 3 marathons d'affilée, quoi, c'est tout. T'avais pas pensé au dénivelé? Si, j'avais déjà fait quand même 130 sur la route, mais ouais, non, j'avais pas pensé au dénivelé. Et je me dis, franchement, ça passe, nickel. Et au pire, de toute façon, les cut-off, moi, je veux dire, personne ne peut courir à moins de 6 km/h, tu vois. Je vais au moins courir à 7 ou 8 en moyenne. Je me dis, attends, mais il y a des gens qui finissent à 5 km/h, mais c'est de la marche, c'est nul. Et ouais, et en fait, c'était très très dur. C'était, en plus, techniquement, il y a de tout le circuit UTMB, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qu'il y a de plus dur. Les pros, ils devaient finir en 17 heures, ils ont fini en 3 heures, en 4 heures de plus. Donc t'imagines, si un pro met 4 heures de plus, ça veut dire que toi, tu vas mettre 10 heures de plus que le chrono normalement prévu. Je me suis retrouvée à me rendre compte qu'il y avait des barrières horaires 2 heures ou 3 heures après moi. Donc là, vexée, évidemment. Et surtout des douleurs atroces, quoi.
Le trail, si t'as jamais fait de dénivelé, c'est horrible, quoi. Ça fait mal. Et tout ça, ça t'a quand même amené jusqu'à l'enduro, ça t'a pas calmé? L'enduroman m'a fait moins mal que certains trails, franchement. L'enduroman, ce qui a été dur pour moi, c'est la traversée de la Manche, parce que physiquement, j'ai eu des tendinites au bras, j'ai eu des brûlures très sévères avec la combinaison. Pendant 2 semaines, je pouvais pas m'habiller. L'enduroman, ça m'a fait mal là, mais ça m'a fait quand même, mais le trail, ça fait mal pendant la course, quoi, tu vois, c'est vraiment très physique, quoi. Mais bon, après, quand on se prépare un peu mieux, évidemment, plus ça va, moins ça fait mal, mais quand même, quoi. Et du coup, j'ai eu envie de faire plus long aussi. Et cette année et l'année dernière, j'ai découvert la distance 300 km, 350 en trail. Et c'est une distance que je peux pas dire j'adore dans le sens où j'en ai fait que 2, mais en tout cas, je m'y retrouve vraiment dans cette distance parce que c'est une course qui dure plusieurs jours. C'est une course, encore une fois, comme les ultras à vélo, où il faut gérer son sommeil, il faut gérer sa nutrition, il faut gérer plein de choses. Et surtout, c'est une course où tu es vraiment dans la nature pendant 100 heures à peu près. Ça dépend de ton chrono, quoi, mais au moins de toute façon 80 pour les premiers. Donc déjà, c'est du temps pour tout le monde, quoi. Et c'est fou parce qu'en fait, quand t'arrives, t'as vraiment l'impression d'être parti quelque part, quoi. C'est parce que t'es parti plusieurs jours et tu rentres chez toi, quoi. C'est c'est vraiment fou. Et la Swiss Peaks, qui a été pour moi mon premier 200 miles, donc la Swiss Peaks, ça a été vraiment une révélation. C'est une course où en fait tu pars d'un glacier et c'est une traversée du canton du Valais en Suisse, et tu arrives au lac à Genève, à côté à Montreux, au Bouvray, et là t'as vraiment tu passes 4 jours sur les crêtes et tu traverses tout par les crêtes. Donc t'es vraiment en montagne pure. À aucun moment tu descends, quoi, alors que le Thor des Géants, si. Et enfin tu descends, tu remontes, mais si tu veux, tu retournes jamais à la civilisation pendant ces 4 jours par des petits villages. Et c'est fou parce qu'il se passe tellement de choses pendant ces jours-là. Et tu arrives à la fin de la course, tu te souviens même plus de tout ce qui s'est passé, tellement il s'est passé des choses. Il y a des moments où ça allait plus, il y a des moments où c'était incroyable, t'as des moments, tu sais pas si tu les as vraiment vécus ou pas, tu te souviens pas, tu sais pas si c'était des hallucinations ou pas. Et c'est vraiment un déchirement de finir la course et de quitter cette montagne, en fait. Donc c'est à la fois, tu dis bon c'est terminé, mais à la fois c'est vraiment un moment de finish line qui est différent des autres courses, parce que tu finis, mais tu dis je suis plus là-bas, quoi, et c'est bizarre, tu vois, alors que je sais pas, tu finis le finish line d'Ironman, tu te dis pas putain je serais bien resté une boucle de plus sur le marathon. Jamais tu dis ça. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et ça se passe comment, une course de 300 bornes à pied? Enfin, je veux dire, même au niveau du sommeil et tout ça, il y a des camps de base où tu peux t'arrêter. Alors, en gros, tous les 50 km, tu as une base de vie. Et donc, sur cette base de vie, tu peux te restaurer, dormir, et il y a une personne de ton assistance qui peut venir t'aider. Bon, alors ces courses-là, c'est des courses avec des gros dénivelés. Là, on parle de, par exemple, le Thor des Géants que j'ai fait cette année, 30 000 mètres de D+, pour 360 km. C'est vraiment beaucoup. Okay. C'est beaucoup. C'est costaud, ouais, si tu compares à un UTMB où il y a 10 000 sur la moitié de la distance, là, il y a 15 000 sur la moitié de la distance. Donc, c'est vraiment beaucoup, quoi. Donc globalement, moi en 2022 je me prépare à une traversée de la France, 1800 km, et j'ai 18 000 de D+, donc j'en suis très très loin. Ouais, tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait t'es tellement en train de monter et de descendre que pendant une demi-journée ou presque une journée, quand tu as fini, t'as le mal de je sais pas quoi, t'as le mal de monter descendre, t'as la tête, tu te tiens debout et t'as l'impression que tu vas tomber soit en avant soit en arrière. Parce qu'en fait, t'as jamais été sur du plat. Donc en fait,
Et c'est dingue, la sensation comme ça, tu te tiens à des tables et tout pendant au moins une demi-journée, voire une journée. C'est un truc de fou. Ça te fait un peu le même effet que quand t'as passé une journée en mer où t'avais un petit peu de roulis. Alors, une fois que t'as traversé la Manche, je te dis pas quoi, ça tourne. Bon, ça c'est comme en bateau quoi. Ouais, c'est pareil. Et donc, comment ça se passe donc, la grosse différence pour moi entre un ultra trail et un ultra à vélo, c'est que à vélo, si tu veux, quand t'es vraiment très fatigué, bon, à vélo, il n'y a pas des bases de vie et tout, c'est de l'autosuffisance totale. Mais quand t'es très fatigué à vélo, en général, tu arrives toujours à trouver un endroit où tu peux t'abriter, je sais pas, un abribus ou te cacher sous une pierre, j'en sais rien. On fait au milieu d'un rond-point. Moi, j'ai dormi n'importe où, mais le problème en trail, si tu veux, c'est que si tu es en train de tomber de sommeil sur un col à 3500 mètres d'altitude où il fait froid, il y a du vent, c'est dangereux. Et là, tu peux pas dormir là. Tu peux pas. Bon, tu peux mourir si tu veux. Et le problème, c'est que quand tu tombes de sommeil, tu tombes vraiment de sommeil, tu tombes d'un coup. Donc en fait, il faut quand même anticiper. Et il faut pas non plus se dire, je vais dormir à la base de vie, parce que tu sais pas à quelle heure tu vas arriver à la base de vie. Donc il y a quand même aussi des ravitaux, mais il faut savoir parfois dormir, faire une petite power nap à un ravito. Parce qu'on sent qu'on va avoir sommeil, parce qu'il y a un gros col qui arrive et qu'il faut surtout pas qu'on se retrouve dans cette situation-là dans un col, parce que là, si quand vraiment tu tombes de sommeil, tu commences aussi parfois à avoir des hallucinations et tout, donc tu n'es plus maître de ton corps et de surtout de ton cerveau, quoi, ouais. Et donc ça peut être dangereux. Et moi, je me suis retrouvée au Tort des Géants, avoir une expérience spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois qu'il y avait la pleine lune, mais en fait la vallée c'était de nuit, mais on voyait la vallée et je vois au loin un troupeau de vaches et tout. Je marche et d'un coup, je me vois assise à côté de ce truc qui était à 3 km de moi, quoi. Et j'étais à côté des vaches, assise au milieu, je sais pas depuis combien de temps. Donc en fait, je pense que j'ai dormi toute cette distance en marchant. Je sais pas ce qui s'est passé, et c'est arrivé plein de fois comme ça. Et à un moment, j'étais en train d'aller vers une rivière et j'entends quelqu'un qui me dit « Où tu vas ?» Je dis « Je vais à la rivière. » Il me dit « Non, Perrine, c'est pas le chemin. » Ah oui, donc heureusement que j'avais un concurrent derrière moi qui m'a alerté, quoi, parce que j'étais en train de descendre sans aucune raison vers une rivière. Et donc ça arrive pas à la première nuit, hein, c'est à la 2e ou 3e. Donc voilà, donc t'as beaucoup de choses à gérer, tes ampoules aussi, parce que sur ces distances-là, il y a très peu de gens qui n'ont pas d'ampoule, hein, quand même. Mon dernier ongle est tombé aujourd'hui du Tort des Géants. Il a son âme. Donc en fait, si tu veux, quand t'arrives sur les bases de vie, c'est des zones de guerre. Et plus ça va, plus c'est des zones de guerre. Donc là, t'as des gens, c'est des cadavres qui essaient de dormir. Ouais, on va plutôt dire des zombies, parce que des cadavres... sur des lits de camp qui sont en train de tu te fais percer les ampoules, t'as des trucs qui giclent dans tous les sens. Tu dors, mais en fait, t'as super mal, parce que je sais pas, t'as des douleurs partout, bon, bref. Et t'essaies de manger, t'as des gens qui sont malades, parce que voilà, moi ça va, j'ai jamais de problème d'estomac, etc. Et puis ça repart toujours, et c'est incroyable, il se passe plein de choses. Il y a une stratégie là aussi, c'est-à-dire qu'il faut moi je pense qu'il faut toujours rester avec des gens, il faut toujours rester dans des pieds, il faut te situer dans ta course, tu vois, c'est-à-dire que il y a des fois où tu lâches, et si tu lâches un petit peu, tu perds rapidement 3-4 heures, quoi, ou 4-5 heures même. Et en fait, tu te retrouves avec des gens, c'est pas les gens avec qui tu dois être. Donc il faut remonter dans la course, parce que très rapidement, tu sais, c'est comme quand t'es en voiture sur l'autoroute, quoi. Tu te retrouves avec les gens à la même vitesse tout le long sur un long trajet. Et donc très rapidement, tu sais qui est à ta vitesse. Enfin, très rapidement, non, au bout d'un jour en général. Et donc, il y a des gens... C'est très relatif, ton rapport au temps quand même. Non, mais après, il y a des gens qui explosent. Oui, c'est vrai, une journée, il y a des gens qui explosent, etc. Mais il faut avoir en tête que voilà, toi, tu dois être là. Il faut que tu te situes là. Il faut que lui t'aille rattraper, parce que lui, il a ton niveau. Et c'est pas une question de genre, je vais gagner là. Moi, on sait très bien que je vais pas gagner la course, etc. Mais moi, je veux faire une bonne course, et je sais que voilà, si je suis avec lui, je reste avec lui. Où il y en a qu'il faut lâcher.
T'es avec eux, ils sont super sympas, tu t'éclates, mais non, faut pas rester avec eux. Parce que si tu restes avec eux, tu vas avoir la barrière horaire et voilà, donc il faut te casser et il faut aller avec le mec devant parce que toi c'est là où tu veux être et c'est la course que tu veux faire. Et voilà, et il y a une grande entraide sur ces courses-là. C'est vraiment parce qu'il y a des nuits, il y a des passages en montagne dangereux et il y a des nuits, il y a littéralement des anges gardiens qui sont avec toi et on veille tous les uns sur les autres et ça c'est extraordinaire. Franchement, t'as des situations où tu sauves, tu récupères un peu des gens, ouais, tu les sauves. Ouais, tu rentres limite dans le sport d'équipe, quoi. Je veux dire, on s'entraide. Enfin, je veux dire, c'est plus, on va essayer déjà d'arriver tous à la finish line et puis voilà, si on arrive à faire un certain chrono, on sera content. Et c'est marrant parce que sur quasiment toutes ces courses, même en tête de course, ils arrivent ensemble. Hein. Personne fait la course tout seul. Ouais. C'est rare. Et donc, c'est pas que ceux qui sont derrière et qui veulent finir. C'est aussi les premiers parce qu'ils veulent faire un bon temps. Mais tout seuls, ils n'arriveraient pas à faire ce temps-là. Donc, ils restent ensemble et ils se tirent vers le haut ensemble pour arriver à atteindre ce chrono, pour avoir quand t'as un coup de mou, bam, bam. C'est le principe du pacer en marathon ou en triathlon, quoi. Tu vois, c'est le même principe, sauf que là, c'est sur les distances. Et puis les coups de mou, on les a pas en même temps aussi. Enfin, c'est-à-dire, t'auras un coup de mou quand moi ça ira encore, et puis inversement, quoi. Exactement. T'es tombé tu parlais de tomber de sommeil, ça t'est arrivé une fois, mais à vélo, mais j'étais à pied. À vélo, mais t'étais à pied? Faut que tu m'expliques. Ouais, parce qu'en fait, il se passe un truc, c'est que j'étais en train de pousser le vélo, clairement. En fait, je suis partie en ayant vraiment beaucoup sommeil. D'une espèce d'épicerie, d'un endroit où j'arrive à manger et je repars et je vois que le prochain village est à 30 bornes, donc je dis 30 bornes, c'est rien, mais j'étais vraiment en train de tomber de sommeil et au lieu de dormir dans cet endroit-là, c'était un peu pourri, je me dis non, mais il y a un village, ça sera mieux. Parce que parfois, ça c'était quoi? C'était un ultra, c'était un biking man ou un truc comme ça? C'était un biking man à Taïwan. Alors déjà, c'était une course qui s'est passée 8 jours après Kona, donc j'étais un peu fatiguée. J'étais un peu fatiguée, d'autant que je m'étais arrêtée entre les deux à Tokyo où j'avais fait la fête avec mon meilleur ami, donc autant vous dire que je suis arrivée au Biking Man pas dans les meilleures conditions. J'avais pas de vélo parce que j'avais mon vélo de chrono avec moi, donc j'ai loué un vélo, c'était pas mon vélo, il a fait que avoir des merdes et tout. Bon bref, et là je suis en train de tomber de sommeil, mais je me dis 30 bornes tu les fais. Et en plus je regarde la map, ça a l'air d'être flat, donc 30 bornes ça va quoi. Et en fait, ça commence à monter un peu. Je me dis, bon, c'est pas grave. Et je commence à tomber de sommeil. Et puis là, c'est un col, en fait. Il reste 20 bornes de col. Donc, et j'ai plus de force. J'ai plus du tout de force et je tombe de sommeil. Et là, je me dis, c'est pas grave, tu vas dormir au bord de la route. Et je me rends compte qu'en fait, la route n'a pas de bas-côté. C'est un fossé. Donc, c'est impossible de dormir. Et en plus, c'est la jungle, quoi. Il y a plein d'animaux et tout. Je peux pas dormir dans un bas-côté. Et puis, c'est dangereux, quoi. Donc là, j'ai aucun choix. En fait, soit je fais demi-tour, soit je tiens pendant ces 2 heures. Et là, en fait, je me rends compte que même le col, il commence à être à 10, 12. Et je me mets à marcher à côté de mon vélo, parce que je pousse, parce que je peux plus du tout pédaler. Et là, j'ai envoyé des messages à mon coach et je lui dis, mais c'est fini, je vais mourir de sommeil comme dans la torture, en fait. Et j'ai compris qu'on torturait les gens comme ça en les empêchant de s'endormir. Non, mais c'est vrai. Et franchement, et c'était horrible. Je lui disais, c'est fini cette fois. Cette fois, on est allé trop loin dans les conneries. et je me rappelle, j'ouvrais la carte pour voir si ça allait descendre à un moment. Et bam, j'avais la tête qui tapait sur mon vélo comme ça parce que je suis sur le guidon. Est-ce que j'ouvrais la carte et je tombais, en fait, de sommeil. Et à un moment, au bout de 2 heures, je vois un espèce de rond-point, mais c'était un rond-point plat, quoi, avec juste des plots autour. Et là, je me suis mis au milieu, j'ai pris une couverture de survie et j'ai dormi. J'ai même pas réussi à aller jusqu'au village. J'ai dormi 3/4 d'heure et après, ça allait. Mais tomber de sommeil, ça m'est arrivé, oui, ça arrive. Mais quand tu tombes de sommeil, en général, tu te réveilles, tu te rends compte que t'es tombé de sommeil. Éventuellement, tu fais une chute, si t'es à vélo, bon, ça oui. Mais je veux dire, c'est pas tu tombes de sommeil et puis tu restes inconscient. Bon, non. Si la chute était... Ça te réveille, en fait, ça te réveille. C'est ça te réveille. Tu vois, c'est un choc et ça te réveille. Après, ça veut pas dire que... Tu tapes un truc et bam. Et c'est ça. Ouais.
Et parfois, c'est juste les petits graviers sur le bord de la route qui font que tu sens qu'il y a des petites vibrations. Tu te dis, ah merde, en fait, c'est comme quand tu t'endors en bagnole, c'est pareil. C'est la même chose. Donc ça, c'est des choses qu'il faut gérer. Moi, j'ai appris à gérer un peu mieux. C'est-à-dire que... alors, on te dit qu'il faut dormir quand t'as sommeil. Donc, c'est ce que j'essaie de faire maintenant en ultra trail. Mais par contre, quand même, en montagne, j'anticipe un petit peu. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un col, j'anticipe un petit peu. Et puis, en ultra à vélo, voilà, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais je pense que je gérerai aussi différemment maintenant. Pas pousser, tu vois. Parce qu'en fait, le temps que tu perds quand t'es épuisé ou t'avances plus, que tu roules, t'es sur du plat à 18. Ouais, t'es plus productif, quoi. Ça sert à rien. Il vaut mieux t'arrêter, dormir et là repartir. C'est comme quand tu bosses d'ailleurs. Enfin, je veux dire, tu bosses, ça fait 10 heures que t'es devant ton ordi, t'as pas pris de pause. Bon, forcément, t'es plus productif. Donc, il vaut mieux que tu fasses une bonne pause. Tu vas t'aérer, tu fais autre chose, tu fais une power nap, n'importe quoi, mais au moins tu seras plus productif après, quoi. C'est pareil. C'est la même chose. Et l'ultra à vélo, c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que moi, maintenant, en fait, si tu veux, une fois que j'ai découvert l'ultra à vélo, j'ai compris que je pouvais faire du vélo toute seule. Et en fait, je me suis un peu affranchie des courses et j'ai fait mes propres défis moi-même. Et ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, ça te permet de faire que ce que t'as envie. C'est plus flippant parce que... déjà, c'est plus d'organisation parce que t'as pas le mec avant qui allait reconnaître une course. Donc, c'est toi qui dois te faire tes traces, te tromper dans les routes parce que tu n'as pas reconnu l'endroit ou le pays où tu vas avant. Tu sais pas où c'est que tu vas pouvoir manger, dormir, boire, s'il va y avoir des endroits pour boire. Si t'as une galère, y a personne, il y a pas un bouton, un tracker de course avec quelqu'un qui te suit et qui vient te chercher. Mais en revanche, c'est la vraie aventure, quoi. Et ça, j'ai découvert ça, j'ai adoré. Avec Steven, on a fait beaucoup d'aventures en haute altitude aussi. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais donc fait beaucoup d'alpinisme en très haute montagne et là, allier les deux passions, faire monter des cols à vélo à 5000, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, c'est des cols normaux, quoi, genre un col des Alpes à 12%, quoi. Sauf que tu commences ton col, t'es déjà à 4005, donc t'es déjà là au niveau du Mont Blanc. Et tu montes à 5004, 900 mètres de D+, c'est comme si tu respirais dans un sac de... Et c'est fou, quoi. C'est un effort qui est vraiment intéressant. Et ouais, c'est vraiment... le cyclisme en haute altitude, je pense ça vraiment passionnant, quoi. Alors, j'avais une question par rapport au fait de tomber de sommeil, comme tu disais. Je voulais compléter un petit peu le sujet, mais très rapidement. On parle aussi de plus en plus, et notamment on en parle dans le livre qu'on a coécrit avec Olivier et d'autres super auteurs, de cet état de flow. Comment est-ce que... quand c'est tes premières expériences, tu fais un peu la différence entre l'état de flow où c'est un espèce d'état de conscience modifié. Parfois même, tu peux te voir en train de faire du sport. Et puis, ce moment où tu sens que tu tombes de sommeil ou même tu le sens pas, c'est juste la chute qui te réveille. Au début, tu sais pas, voilà, tu fais pas la différence, tu comprends pas ce qui t'arrive, hein. Et justement, c'est là où tu pousses, et en fait, après, quand t'as l'expérience, tu sens que ça commence à venir, tu le vois arriver, et c'est là où tu dis, bon, là, je dors, parce que sinon, je vais me retrouver en difficulté, et je vais perdre du temps. Et il faut pas te retrouver sur ton vélo à 8 km/h en train de t'endormir, ça sert à rien. Comment est-ce que tu anticipes ces moments-là? Parce que finalement, faut bien connaître son corps, et je pense que on a chacun nos limites un petit peu, elles sont différentes pour chacun, et avec un peu d'entraînement, j'imagine que moi, je dors assez facilement n'importe où, hein, donc et n'importe quand, donc anticiper ces moments-là, ouais, c'est tu t'assois, tu dors, et voilà. Typiquement pour avoir un petit peu une idée sur sur une course de 300 bornes, tu dors combien de temps, et tous les combien de temps et à quelle fréquence? Alors, quand j'ai fait la Swiss Peaks, comme c'était ma première, que j'avais pas du tout, je pensais qu'elle aurait pas lieu parce qu'il y avait le Covid, donc c'était l'année 2020. Et en fait, merde, un mois avant, je me rends compte qu'elle a lieu.
Merde, faut s'entraîner. Ouais, bon, j'étais pas vraiment entraînée. Ça me rappelle quelque chose, ça, Olivier. Pour ce genre de course, si tu veux, on avait fait quand même le GR20, donc c'est quand même ça, c'est des bonnes prépas, tu vois. Après, on avait fait un UTMB, 10 jours avant, mais en off, tu vois. Donc ça, c'est quand même des bonnes prépas. Et puis j'étais en France à ce moment-là, donc je faisais quand même, je crapahutais quand même en montagne, même si c'était pas forcément en trail, mais au moins pour me balader, quoi. Donc j'avais musculairement, j'étais prête, quoi. Et puis je faisais beaucoup de vélo, donc voilà. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de rater cette course, j'ai envie que ce soit doux, que ça se passe bien, parce qu'en fait, c'était l'année du Covid, c'était vraiment la merde dans ma vie, et je me suis dit, cette course, j'ai envie qu'elle se passe smooth et que voilà. Et ma target, c'était à chaque base de vie, je passe 4 heures. Donc c'est-à-dire, je rentre dans la base de vie, 4 heures après, je suis ressortie. Donc je mange, je me douche, je me change et je dors. Ça peut paraître énorme, mais finalement, ça m'a quand même permis de finir plutôt bien la course dans le classement. Et donc ça, c'est hyper confort. Alors surtout que la course, la Swiss Peak, si tu veux, l'orga, c'était génial. Donc t'avais des infrastructures top, des vrais lits pour dormir et tout. Donc ça, c'était top. Et donc là, la course, elle s'est super bien passée parce qu'à chaque fois que je repartais d'une base de vie, j'étais neuve, si tu veux. J'ai quasiment jamais dormi entre les bases de vie. Non. Et par contre, donc le Tour des Géants, cette année, j'ai dit cette année, on va essayer de faire un meilleur chrono. Donc on va gratter un peu sur les bases de vie et les dodos. Donc j'avais dit c'est 1h30 là, dodo et manger et tout ça. Sauf que l'Italie, l'organisation italienne, c'est pas l'organisation suisse. Le Tour des Géants, j'avais vraiment envie de le faire parce que c'était une course mythique. Par contre, c'est une organisation de merde, quoi. Et donc, t'arrives au ravito, déjà comme il laissait personne des assistances venir vous aider, donc. La première, deuxième, troisième base de vie, ça va, mais à la 4e, t'es plus du tout capable de porter ton sac. Parce que t'as un sac avec toutes tes affaires, mais moi, j'étais même plus capable de porter mon sac, d'aller l'amener, de te changer. T'arrives même plus à te changer parce que t'as des brûlures partout. Enfin voilà, tu vois, et t'as besoin d'une assistance. Et là, t'avais pas l'assistance à cause du Covid. Ils étaient là, mais ils pouvaient pas te toucher ou toucher les affaires. Et la bouffe, c'était toujours la même chose. Donc il y a plein de gens qui ont été malades aussi parce que si tu veux, tu manges à la fin de manger le même bout de jambon et le même fromage et la polenta froide, voilà. Et ça, et comme les assistances pouvaient pas venir, tu pouvais pas avoir de bouffe de l'extérieur. Donc mine de rien, c'est challenging. Et aucun endroit pour dormir ou des espèces, au mieux, dans certaines bases de vie, des lits de camp. Mais moi, il y a des bases de vie où ils m'ont dit, ouais, tu peux dormir dans 2 heures. Non, mais les gars, dans 2 heures, je suis repartie, quoi. Et donc là, je me suis mise par terre. Ça a fait rire tout le monde parce que Steven me prenait en vidéo, où j'ai dit, je m'en fous, et et il y avait du monde partout. Il y avait un banc avec des gens assis, et je me suis mise sous le banc, et j'ai dormi là. J'étais trop bien. Et, de toute façon, quand t'arrives dans ces états-là, tu dors n'importe où. Enfin, je m'en fous, je leur ai dit, mais moi je m'en fous, je me mets en boule là sur vous, madame. Non, tu peux pas rester là. Non, mais enfin bref, c'était vraiment une orga compliquée et voilà. Et donc là, j'ai beaucoup gratté sur les temps dans les bases de vie. C'était surtout que c'est pas des bases de vie où tu avais envie de traîner. Du coup, je me suis retrouvée confrontée à ces moments. Je te dis, j'ai eu cette expérience un peu spéciale, mais une fois. Et après, j'ai fait 2 petites power naps plusieurs fois, mais ça allait. Mais il y a eu un moment où j'ai été en difficulté à cause de ça, ouais. Et je m'en suis voulu parce que je me dis, mais t'as plus le droit maintenant avec ton expérience, t'as plus le droit de te retrouver dans ces situations-là. Et en fait, c'est vrai que l'ultra, c'est quand même, le sport en général, c'est des leçons à chaque fois, hein, et on tire beaucoup d'expérience de chacune de nos aventures ou de courses, mais l'ultra, t'apprends vraiment hard way, quoi. Hein, c'est vraiment, ouais. Tu payes très cher tes erreurs, quoi. Bon alors, on a repassé en revue avec toi ta vie sportive. Tu nous as parlé de course à pied, d'ultra cyclisme, d'ultra course à pied, d'ultra trail, évidemment de triathlon, de 73 et d'Ironman. J'ai l'impression que
plus ça va et plus tu vas au feeling en fait, à la découverte de l'aventure qui va te faire plaisir, qui va te faire vibrer, qui va te permettre de sortir un petit peu du carcan habituel. Comment justement tu fixes tes prochaines aventures et puis là, quelles sont les prochaines? Avant, c'était vraiment très organisé et très anticipé parce que j'avais vraiment, surtout au Qatar, j'avais une vie vraiment très rangée, et puis il y a eu le Covid qui a un peu foutu le bordel là-dedans. J'avoue qu'aujourd'hui, ça a pas mal changé de choses. Donc, mes prochaines échéances, marathon des sables en avril, parce que j'aime bien aussi faire des courses. Donc, même si je fais des aventures, j'aime bien aussi faire des courses. Normalement, j'avais un projet ici en Arabie Saoudite traversé, mais là, c'est compliqué parce qu'en fait, quand je planifie des aventures perso qui sont pas des courses, il faut une logistique, c'est compliqué. Même si tu fais en autonomie, il faut quand même préparer avant ton truc. Et notamment en Arabie Saoudite où il faut des autorisations pour pas mal de choses. Et là, ça commence à me chauffer un peu parce que ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus, que je fais plein de choses. Et je pense que je vais mettre ce projet en suspens. Et donc, en gros, j'ai 15 jours pour trouver un plan B. Donc là, je suis avec des gens actuellement au Kazakhstan, en train de discuter avec eux, avec le consul du Kazakhstan à Riyad. Donc je sais pas ce que ça va donner, si ça va aboutir ou pas. Ça part un peu dans tous les sens. Ça naît d'une photo que j'ai vue sur Instagram. Ça a l'air beau cet endroit, et je commence à creuser et je creuse parce que ça a l'air beau. J'ai jamais vu parce que c'est sûr qu'il y a des endroits. J'aime bien aller dans des endroits qui me font rêver ou qu'on voit dans plein d'endroits. J'aime bien l'idée de tiens, ça je l'ai vu, parce que je me dis que si tout le monde y va aussi, c'est qu'il y a une raison, et souvent c'est le cas. Mais j'aime bien aussi l'idée de découvrir des endroits et moi de les faire découvrir aux gens. Mais du coup, ça c'est toujours beaucoup plus complexe, forcément. Donc souvent, j'essaie d'embarquer Steven dans mes plans, mais laisse tomber, c'est trop compliqué. C'est vrai que c'est jamais simple. Donc j'essaie de nouer des contacts. Là, typiquement, je me dis tiens, le Kazakhstan, je l'avais en tête, donc je contacte des fédérations cyclistes, je contacte le consul à Riyad pour qu'il me donne des contacts. J'essaie d'aller sur les sites de gens qui ont fait du voyage à vélo pour voir un peu les routes qu'ils ont pris, et j'essaie de me tracer un itinéraire et après d'établir le meilleur temps que je pourrais établir entre les deux distances, entre les deux points. Et parce que tu voudrais faire quoi en fait? C'est quoi ton projet? C'est de traverser le Kazakhstan? Non, là c'est un projet d'une boucle en fait qui partirait donc de Almaty et qui irait au Kyrgyzstan, dans les montagnes qui sont par là. Donc c'est autour d'un lac en fait, et c'est 800 bornes, mais 800 bornes, plus que ça, 1000 bornes, mais il y a du gravel, donc ça, du coup je sais pas si c'est jouable. Donc là, mon dossier est en train de passer devant la commission Covid, parce que personne peut rentrer au Kazakhstan si on n'est pas passé devant la commission Covid. Donc bref. Il y a une course d'ultra. Oui, la Silk Road. VTT. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, donc en fait, du coup, il y a une partie de mon projet qui est là. Mais sinon, j'aime bien aussi des projets qui ont un sens historique. Et là, c'est vrai que ce projet, il a pas trop de sens, à part juste être autour de là. Donc, mon projet en Arabie Saoudite, c'était c'est toujours, parce que je vais pas le faire peut-être maintenant, mais je le ferai un moment, la route de l'encens, qui était la route où les chameaux ramenaient l'encens depuis le Yémen, depuis Oman, au Yémen, et ensuite jusqu'à Petra, en Jordanie, et ensuite même jusqu'en Égypte. Donc je trouve ça intéressant. Il y a plein de civilisations qui sont passées sur cette route. C'est des projets qui ont du sens. Et puis quand tu travailles dessus, t'apprends plein de trucs, d'anecdotes croustillantes, d'histoires, et du coup, je pense qu'au moment où tu fais le projet après, quand je le ferai, ça me fera vraiment plaisir de prendre cette route, quoi, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais bon, ça va venir. Donc voilà, ces projets-là, c'est toujours long, c'est compliqué. Les contacts, souvent, c'est galère parce que les gens, ils comprennent rien à ce que tu veux faire. Et puis voilà, tu veux que les gens ils t'aident, mais tu veux pas non plus avoir d'assistance parce que tu veux faire self-supported, ou alors que t'as pas assez d'argent pour payer le peu qu'ils peuvent fournir. Donc c'est beaucoup de boulot, surtout dans des trucs qui ont jamais été faits.
Mais c'est intéressant, mais ça me prend pas mal de temps. Ouais, c'est chouette, j'apprends pas mal. Donc c'est pour ça que je fais aussi des courses, parce que voilà, je paye mon entrée, il y a quelqu'un qui a fait la course, il y a quelqu'un qui a tout géré pour moi. Tu suis les flèches, quoi. C'est voilà. facile. Donc, entre guillemets. Marathon des Sables, j'avais pas spécialement envie pour le moment de le faire. Mais en fait, je me suis quand même rendu compte cet été, je me dis, tu fais des courses en montagne alors que tu vis dans le désert. Tu sais pas combien de temps tu vas rester au Moyen-Orient. Il est peut-être temps de faire le Marathon des Sables tant que tu peux t'entraîner dans des conditions idéales. C'est limite trop facile là pour toi. Il faut que tu fasses le Marathon des Sables quand tu seras revenu en France et que tu habiteras dans les montagnes. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aimerais bien, du coup, bien le préparer pour essayer... de faire un bon chrono, ouais, j'aimerais bien faire une bonne course au Marathon des Sables, donc je vais bien le préparer, ouais. Et Perrine, parce que du coup, comment tu es très équilibré sur les 3 sports. En gros, là, tu nous dis que tu prépares le Marathon des Sables, une boucle au Kazakhstan à vélo de plus de 1000 km en gravel, et la traversée de la Manche. Est-ce qu'il y a des années où tu te dis, je me concentre sur une des disciplines parce que voilà, je vais en avoir besoin, ou bien t'es vraiment tout le temps sur les 3 disciplines à fond? Ben moi, clairement, c'est la meilleure recette pour pas réussir. Si tu veux, quand tu fais ce que je fais, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je te pose la question. Et t'as tout à fait raison. Sauf que j'arrive pas à me concentrer sur un truc. La boucle à vélo, bon, déjà, c'est pas encore sûr, mais bon, la boucle à vélo, c'est maintenant. Donc, si tu veux, en gros, c'est bien parce que ça va me faire le vélo quand même, mine de rien. Au final, c'est vraiment utile pour la course à pied. Puis là, c'est pas une course, donc j'ai pas besoin. Oui, non, bien sûr, c'est de l'entraînement croisé, mais bon, au final, donc, en revanche, c'est quand même. après ça, là, je vais me mettre à fond dans le Marathon des Sables. Et tu te prends combien de temps? Tu te mets combien de temps pour préparer un Marathon des Sables, par exemple? Oh je sais pas, je vais m'y mettre. Déjà, c'est beaucoup, hein, décembre, janvier, février, mars. Ça fait beaucoup. Hein. Non, mais j'ai des trucs entre-temps, mais de course à pied. Donc, Bon, enfin, 3-4 mois pour préparer un ultra, c'est beaucoup. En même temps, c'est pas non plus... Enfin, il y a des gens qui vont préparer ça sur 2 ans, quoi. Bah, ça dépend si je vais le gagner ou pas. Donc, mais non, il y a des gens qui veulent juste le terminer et qui le préparent quand même sur 2 ans. Non, le terminer, après, on n'en sait rien. Cette année, regarde, ça a été super dur. Il y a eu 50% d'abandon. Mais bon, normalement, le terminer, il y a surtout le Marathon des Sables. Mais, non, là, moi, si je le prépare pendant 4 mois, j'espère faire un bon chrono, parce que je pense que c'est rare que j'ai préparé 4 mois un événement, hein, je te le dis. Et donc, alors, en revanche... Attends, l'enduroman, t'as préparé l'enduroman, j'ai tout donné, quoi, mais c'est le seul, quoi. Et non, et c'est vrai que quand je faisais de l'Ironman, je m'entraînais vraiment bien, mais c'est après, en fait, je pense que, si tu veux, après l'enduroman, j'ai explosé, quoi. En fait, t'es arrivé à un stade où tu t'es dit, j'ai fait l'enduroman, je peux tout faire, quoi. Non, c'est pas ça, c'est pas fait comme ça. Je pense, on en parlait avec Marine Leleu, il y a pas longtemps, et je lui dis, je pense qu'on a été cramé par cette course sans s'en rendre compte, parce qu'en fait on a enchaîné d'autres trucs après, et en fait un an après moi je me suis rendu compte un an après que j'avais pas récupéré. J'ai fait plein de trucs l'année d'après l'enduroman, mais je me suis rendu compte que j'étais plus capable de m'entraîner avec une montre, que j'étais plus capable de suivre le plan d'entraînement de mon coach. J'ai arrêté aussi avec mon coach, enfin là je retravaille avec lui, mais je pouvais plus, tu vois. Et donc les 2 années qui ont suivi. Pourquoi? Parce que t'étais cramé, tu dis? Je pense, mais psychologiquement et physiquement. Ouais. Tu sais, quand tu progresses plus, alors que voilà, non, c'est. Et en fait, personne l'avoue, parce que si tu veux, moi je fais plein de trucs et tout le monde me dit, ah mais tu te blesses pas, machin. Mais j'ai commencé le sport à 35 ans. Si je continue comme ça, à 45 ans, je suis défoncée, quoi. Tu vois, il y a plein de gens je pense qu'il faut faire attention aussi. Maintenant, je prends beaucoup plus de temps de repos aussi, quand même, quoi. Mais je pense qu'il faut accepter aussi que moi, j'ai pas honte de dire que l'enduroman, ça m'a vraiment cramé. Pas la course en elle-même, parce que c'est pas, mais la prépa. J'ai fait une énorme prépa pendant 1 an, ça m'a vraiment cramé. Aujourd'hui, j'ai vraiment repris l'entraînement, ça y est, j'ai fait 15 fois pendant 1 an, je t'ai dit je reprends, là ça y est. Maintenant ça y est, je suis consistante, mais j'ai mis du temps à être consistante à nouveau, hein. Franchement, j'avais plus l'envie, c'est un peu pour ça aussi, je pense que je me suis mis à tourner vers d'autres disciplines.
en me disant on s'en fout du temps que je vais faire, on s'en fout du truc, mais en fait l'aventure quoi. Voilà, mais bon en fait maintenant le trail, j'ai envie de je dis pas que je vais gagner un trail, mais j'ai envie d'être aussi performante que je l'étais au moins en Ironman quand je m'entraînais, et au moins donner le meilleur de ce que je peux donner avec l'entraînement que j'ai fourni. Donc du coup le marathon des sables, et là c'est un sujet avec mon coach qui était pas très content que je m'inscrive au marathon des sables. Et d'ailleurs on a caché, parce que j'ai un coach, j'ai un coach qui suit pour spécialiste pour la traversée de la Manche, mais lui il me suit pas, tu vois, il sera là sur place parce que c'est vraiment un spécialiste, son métier c'est de faire traverser la Manche en fait et d'être coach et lui il fait que ça, et lui on lui a caché que je faisais on lui dira pas. Bon, j'espère qu'il nous écoutera pas. Il est pas sur les réseaux sociaux, et il est anglais. Et il écoute pas de podcast non plus. Non, il est australien, il vient d'Angleterre, il s'en fout. Et heureusement quoi. Et non, on n'a pas le droit. Mon coach il m'a dit tu lui dis pas, parce qu'il m'a interdit il m'a dit et j'ai dit non mais moi Ryan, j'ai vraiment envie de retourner traverser la Manche, c'est mon choix, mais par contre je peux pas passer un an à me faire que ça, parce qu'en plus si je réussis pas, t'imagines la déception, et puis parce que la vie est courte et j'ai envie de faire d'autres trucs aussi. Donc non mais là ça va, je me suis focalisée sur pas trop d'objectifs quand même. Donc marathon des sables en avril, la Manche, et après la Manche ça va être un peu n'importe quoi, Marc, parce que là on avait des projets de faire la PTL et d'enchaîner sur le Tour des Glaciers. Moi là on va voir. Alors la PTL, pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas forcément des gros adeptes du trail, et le Tour des Glaciers rapidement. La PTL c'est la course comme les deux formats que j'ai fait, Tour des Géants et Swiss Peaks, c'est une course mais qui appartient au groupe UTMB, donc qui se déroule la semaine de l'UTMB, de 350 km, avec pareil le même genre de dénivelé, avec une particularité, c'est que tu ne peux le faire qu'à par équipe de 2 ou 3, ça dépend des années. Et donc ça c'est un autre sujet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disputent pendant la PTL. Je peux comprendre. Et notamment les équipes de 3, je crois que non, il y en a un qui peut lâcher, mais t'es obligé de finir à 2 quoi. Et 3, moi je vais voir le règlement cette année, parce que je pense que 3 c'est un très mauvais chiffre en aventure. Ouais, je suis d'accord avec toi. 3, c'est toujours 2 et 1 quoi. C'est difficile, c'est très difficile 3. Donc je vais voir. Tout le monde me dit que les 2 dernières années c'était 3, mais là j'ai cru comprendre que c'était à nouveau 2. À suivre donc. Et le Tour des Glaciers, donc avec mon chrono du Tour des Géants, j'ai pu avoir le précieux sésame, je sais pas si c'est un cadeau, mais pour pouvoir m'inscrire au Tour des Glaciers, donc qui est ouvert qu'à ceux qui ont mis tant de temps au Tour des Géants. Et le Tour des Glaciers, la différence avec le Tour des Géants, c'est 150 km de plus déjà, donc ça fait 100 km de plus, donc ça fait 450, je sais pas en dénivelé, mais la différence c'est que c'est en autonomie totale et que t'as des parties d'alpinisme un peu quoi. Ouais, parce que là t'es vraiment que sur les crêtes quoi. Donc c'est technique, il faut avoir fait de l'alpi, mais bon, moi ça va. Ça va parce que t'en as fait, ou ça va parce que tu te dis que dans les 6 prochains mois tu vas pouvoir t'entraîner et découvrir? Non, pas du tout, j'en ai beaucoup fait. J'avais un guide de montagne à Cervinia, mais aussi dans la vallée d'Aoste d'ailleurs. Donc j'ai fait beaucoup d'alpinisme avec lui, et on a pas mal grimpé, et j'en fais plus maintenant malheureusement, mais j'ai quand même de l'expérience, et surtout dans cette région en plus que j'adore. C'est aussi pour ça que j'aime bien y retourner, ça me rappelle des souvenirs. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque je faisais de l'alpinisme, je faisais pas du tout de trail et tout ça, et je me rappelle que à Cervinia, là où j'ai mon guide, les guides de montagne, parce que le Tour des Géants, je crois que ça a 10 ans ou 11 ans, je sais plus. Et à l'époque, le Tour des Géants venait de commencer, c'était la 2e ou 3e année. Et les guides de montagne avaient 2 rêves, c'était grimper le Cervin, parce qu'il y en avait certains, les jeunes, qui disaient je grimperai le Cervin quand je serai prêt et tout ça, alors qu'ils étaient beaucoup plus expérimentés que moi qui l'ai grimpé. Et le 2e rêve, c'était d'un jour de faire le Tour des Géants, quoi. Donc je me dis et le Tour des Géants, mais quand il me racontait ce que c'était, je me disais mais jamais, mais vous êtes tarés, vous êtes complètement fous. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes des malades.
Et c'est fou. Et finalement, j'ai fait le Cervin. Mon guide a mis très longtemps à me laisser le faire, en fait. Et j'en voulais parce que je me sentais prête et je pense que je l'étais. Mais il me disait, tu le feras quand tu seras vraiment en forme et vraiment qu'on fasse ensemble une bonne course. Et en fait, à chaque fois, en plus, il y avait toujours une météo de merde quand j'y allais, parce que forcément, j'habitais Paris et tout. Et puis, je suis partie au Qatar et je me dis, je ferai jamais le Cervin, quoi. J'avais fait tous les sommets autour, quoi. Mais par contre, entre-temps, j'avais acquis vachement d'expérience, si tu veux. Donc ça, c'était cool. Et un jour, je rentre, je me rappelle, je rentre à Montpellier pour les vacances. J'habite au Qatar et je vais en Espagne avec des copines pour un week-end copine. Et là, il m'appelle, il me dit, il y a une fenêtre demain. Et je me dis, mais attends, je suis en Espagne. Bah, viens. Après, viens. Et là, je dis aux filles, bon, salut. Je prends ma bagnole, je m'arrête à Montpellier, je charge le matos d'Alpi. J'arrive à Cervinia. Et là, on était avec un autre guide, avec un petit jeune cycliste suisse. On est monté à fond les ballons. On s'est éclaté. Et ça m'a vraiment fatiguée. C'était vraiment physique, quoi. J'aurais pas cru parce que j'avais déjà, je veux dire, quand j'ai fait le Mont Blanc, j'étais pas fit, on l'a fait plan-plan, voilà. Mais là, on l'a vraiment fait en mode course de montagne, quoi. On n'a pas fait Kylian Jornet, hein. On était en alpinisme, mais vraiment rapidement et tout. Et c'était vraiment incroyable. Et c'est vrai que c'est un sommet qui est mythique et c'est un de mes plus beaux souvenirs d'Alpi, finalement, plus que des sommets à 6000 ou 7000. Mais ouais, c'est vraiment chouette, quoi. Et donc, pour le Tour des Géants, il faut avoir un peu d'expérience d'alpinisme. Et surtout, je pense qu'il faut supporter la solitude pendant 4 jours. Et tu sais, quand je faisais le Tour des Géants, on a croisé des gens qui faisaient le Tour des Glaciers. Et ils venaient nous parler, nous coller un peu. Et on disait, ça va? Ouais, on se fait chier là. Parce que vraiment, je pense que c'est dur d'être seul et ouais, c'est un peu différent. C'est différent, c'est autonomie totale, quoi. Je pense qu'il y a, alors là, il y a aussi des bases de vie et tout. Donc en fait, t'as certains refuges ouverts, partenaires, où t'as le droit de dormir, etc. Mais les 2 premiers qui ont fini la course, ils étaient ensemble. Hein. Il y en a plein qui étaient par équipe. La fille, qui a été 3e d'ailleurs, au général, incroyable, la première fille, elle a fait toute seule quasiment. C'est beau, hein. Chapeau. Ouais, c'est beau. Ouais. Et tu disais, moi, tout mon temps libre, je le dédie au sport. C'est le cas là depuis les 10 dernières années. Je veux dire, est-ce que tu as une vie en dehors de... Bon, tu bosses aussi, hein, tu disais que tu étais avocate. Ouais, je bosse. En revanche, mes amis expats sont des amis dans le sport. Donc, j'ai une vie sociale. Mes amis expats sont des amis dans le sport, donc je les vois quand je fais du sport. Et puis, ma famille, je les ai fait venir aux courses. Ils sont trop contents parce que ça leur rappelle quand j'étais petite et qu'ils venaient au cheval. Donc, par exemple, et en plus, ils aiment bien. L'Ironman, c'est toujours dans des super endroits. L'UTMB, alors là, ils sont contents parce qu'ils passent la semaine à Chamonix. Sauf que bon, après, le problème, c'est qu'après la course, ils me voient, je tombe par terre de sommeil. Ah on est content de t'avoir vu, Perrine. Je suis dans des salles d'état. Le temps, quoi. Ouais, j'ai mon père qui me porte jusqu'à l'hôtel et tout. Il me dit, oh là là, t'étais moins fatiguée quand tu faisais du cheval, quand même. Je me rappelle, non mais là, une fois où j'ai vraiment fait la totale, c'est l'Ironman de Lanzarote. J'ai tout donné parce que je voulais un podium, j'ai pas réussi. J'ai tout donné, j'ai tellement tout donné que j'ai fait la fracture de fatigue sur la course et tout, quoi. Et j'étais déshydratée, j'en pouvais plus, je finis la course. Et là, mon papa était là et il me monte dans la voiture et je lui dis, arrête-toi, je vais m'évanouir. Il me dit, t'es assise. Ah non, mais là, ça va pas du tout, je vais m'évanouir. J'ai ouvert la porte, je me suis allongée au milieu de la route. Il me fait, arrête, tu me fais honte. Tu sais, il est médecin, il a l'habitude de me voir dans des états comme ça et tout. Arrête, tu me fais honte. Il me remet. Les gens, ils venaient me chercher. Vous voulez une ambulance, madame? Il disait, non, je suis docteur. Et il me remettait dans la voiture. Il fait, tu étais pénible, hein, maintenant, tiens-toi bien. Et moi, j'étais morte de trucs. Je
crois que je me suis cassé le péroné. Mais non, t'as fait une fracture de fatigue, c'est tout, c'est pas grave. Enfin voilà, donc ma famille vient aux courses. Ils sont très contents, ils adorent partager ces moments-là. Ça avait été super d'ailleurs le Norseman aussi d'ailleurs, ça c'est cool. Malheureusement, ils sont un peu trop âgés pour faire l'assistance, mais ils sont quand même là avant, après, et ils essaient de passer aussi sur des étapes. Et mes copines, ma bande d'amis, je les vois beaucoup moins, ça c'est sûr, mais elles suivent toujours. On se suit nos vies et tout ça. Quand je suis à Montpellier, je les vois, mais c'est vrai que voilà. Mais par contre, je suis jamais partie en vacances pour faire autre chose que du sport ou un projet. De temps en temps, je me dis bon, allez là. Par exemple, la dernière fois au Pakistan, j'ai dit là je pars, je fais pas un projet, c'est-à-dire que j'y vais, je vais rouler, je vais courir et je me fixe pas d'aller un truc avec un chrono, voilà. Donc ça m'arrive de me faire des training camps dans des endroits magnifiques et de découvrir. Donc ça c'est mes vacances cool quoi. Et ton papa est médecin. Parle-nous un petit peu de tes blessures, si t'en as eu, parce que il y a eu cette, le Lanzarote où j'ai eu, c'était vraiment un tout début de fracture de fatigue. Donc, alors ce qui était cool à Doha, mais c'est plus le cas maintenant, c'est qu'il y a un hôpital à Doha, le meilleur au monde de médecine du sport. Et donc là, tout de suite, en rentrant de Lanzarote, j'ai dit, je crois qu'il y a un problème, parce que moi, je me connais vraiment bien. Elle me dit, bon, on la voit pas, machin, mais c'est clairement un début de fracture de fatigue, il y a rien qui est décelable. Et ce qu'il y a de bien avec ces gens-là, si tu veux, c'est que c'est quoi ton plan d'entraînement. Donc là, je forward mon plan d'entraînement. Et là, elle te rechange tout ton plan d'entraînement avec d'autres coachs et tout pour que tu puisses continuer à t'entraîner. Et donc sans impact. En fonction de tes échéances à suivre. Donc voilà. Donc là, ça avait pas du tout impacté la suite. Et par contre, c'était ma première blessure. Et j'étais hyper choquée en fait. Et je l'ai vraiment vu comme une faiblesse, mais à la fois, il y avait des gens je pense que j'avais écouté des gens expliquer ça, en fait, de dire que tu peux pas guérir si tu l'as pas accepté. Et tout de suite, je suis allée en rentrant le lendemain. J'ai dit voilà, je suis blessée. Dans ma tête, c'était voilà, je suis blessée. Il faut arrêter ma saison et tout. C'est comme si j'étais une grande athlète, mais bon, bref. Et en fait, elle me dit non, et c'est les médecins qui ont pris le truc et tout. Et en fait, effectivement, j'ai jamais eu mal à cet endroit-là. Après, j'ai eu des fractures sur des chutes. La clavicule, la tête radiale, des côtes plein de fois, un trauma crânien. Ça, c'est des chutes à vélo, des petites chutes, quoi. Mais moi, j'ai plus 20 ans, donc je me casse assez facilement dès que je tombe. Mais sinon, blessure, non, pas trop. Ouais. J'ai quand même la chance, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que sur des distances comme ça, on pourrait s'attendre à avoir pas mal de blessures. Là, tu vois, des trucs. J'avais à l'UTMB, j'ai fait une petite périostite, j'ai senti là devant. Elle est revenue me hanter sur le tore, mais elle m'a pas empêché de finir. Et ouais, j'ai flippé parce qu'en fait, si tu vas à l'UTMB, pour le coup, j'étais pas du tout cette année. J'étais bien entraînée, mais j'avais pas fait de montée de descente du tout parce que j'étais en Arabie. Et en fait, j'ai cru qu'en faisant beaucoup de PPG, ça suffirait. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Tu peux pas compenser, même en faisant toute la PPG du monde, il faut que tu ailles faire des montées et des descentes, quoi. Parce que tes quadrilles, ta muscu, ça va pas être pareil. Et heureusement que du coup, j'ai fait l'UTMB parce que ça m'a permis de finir le tore. Mais le problème, c'est qu'à l'UTMB, sur les 10 derniers, j'ai senti un début de périostite et je l'ai ressenti sur le tore. Mais elle m'a pas du tout empêché de finir. Ça fait mal, hein, mais si tu sais que c'est des blessures qui sont pas... voilà. C'est pas un TFL où vraiment, là, les gens, ils peuvent pas descendre, quoi. Tu les vois, hein, les gens qui ont le TFL sur la fin, ils sont debout sur leur bâton. C'est horrible, quoi. Ouais.
Non, je confirme. Ça veut dire que tu peux arrêter, quoi. Tu bouges plus, quoi. Non, c'est clair. Et j'avais aussi une petite question. Encore une fois, quand on tape Perrine Fage sur les réseaux ou quand on te suit, toi, forcément, à un moment, on tombe sur Steven Le Yarrick. Quand on suit Steven, forcément, à un moment, on tombe sur toi, Perrine. Quelle relation vous entretenez au niveau du sport? Parce que vous êtes souvent liés dans les différents projets, alors que ce soit physiquement, Steven vient te soutenir, toi, tu viens soutenir Steven, ou alors même, franchement, quand on vous suit, Steven dit qu'il était il a pas arrêté d'échanger avec toi, notamment sur sa traversée de la Namibie où vous avez beaucoup échangé. Pareil, tu nous as dit à plusieurs reprises que tu échanges beaucoup avec Steven. Donc, qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement dans le sport? Lui, il a vraiment, déjà avec le vélo, il a une expérience de cycliste. C'est un cycliste, quoi. Il est né sur un vélo, il sait ce que c'est. Et moi, je sais pas faire du vélo. Je veux dire. Parce que moi, j'ai été athlète à cheval, je sais monter à cheval et je sais ce que c'est un cheval. Encore une fois, tu savais pas nager, tu savais pas courir et tu sais pas faire du vélo. J'aimerais bien être comme toi. Moi, aujourd'hui, je monte plus à cheval, mais si tu viens me demander un truc de cheval, je sais ce que c'est le cheval. Voilà, je peux tout expliquer, je suis née là-dedans. Même si ça fait 20 ans que j'en fais plus. Et Steven, il est né sur un vélo, il sait tout sur le vélo et vraiment... Et c'est important. Moi, je sais pas piloter un vélo. Moi, je veux dire, sur du gravel, j'ai jamais fait de VTT de ma vie. Donc ça, lui, il m'apporte il m'amène à des endroits où il essaie de m'apprendre, etc. Après, sur l'ultra distance à vélo, lui, il a commencé un peu plus tard, mais il m'apporte beaucoup parce que quand on fait des aventures ensemble, notamment quand on a fait des trucs au Népal, lui il connaît super bien la région. Moi, j'avais jamais fait du cyclisme en haute altitude, donc ça, c'est lui qui m'a apporté tout ça. Je pense qu'on se soutient aussi quand on est vraiment au fond, quoi, parce qu'on sait exactement ce qu'il faut dire à l'autre pour qu'il revienne. On sait qu'il est en train de sombrer et que voilà, qu'on a besoin d'avoir quelqu'un, même si on sait ce qu'il va dire, même si mais c'est important d'avoir quelqu'un qui te dit ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui tire vers le haut. On fait des projets ensemble, là c'est toujours plus compliqué quand on fait des projets ensemble, parce que là on s'engueule pas mal, mais d'ailleurs la PTL, moi j'aimerais bien qu'on la fasse tous les deux, et lui aussi il a envie. Donc on va voir ce que ça va donner. On s'engueule beaucoup plus à vélo que quand on fait des projets à pied. À pied, ça se passe plutôt bien. Parce que je pense qu'il est moins à l'aise. Et à vélo, il est très dur avec moi. Et alors c'est marrant parce que moi j'ai eu des coachs très durs et ça passe toujours très bien. Mais quand c'est Steven qui est dur avec moi, ça passe pas du tout. Non mais ça non mais ça c'est clair, c'est un truc, c'est à chaque fois, enfin tout le monde a le cas, je pense. C'est très rare d'avoir le compagnon ou la compagne qui est à la fois le coach. Enfin il y a plein de gens qui le disent, d'athlètes qui disent moi dès que c'est mon compagnon par exemple ou ma compagne qui même si ça peut être le meilleur coach du monde, et si ça vient de cette personne là, ah ouais, mais moi je suis bloquée, quoi. C'est genre Ah, puis c'est très marrant ce que tu dis, parce que tu nous dis que pour toi ça marche assez bien quand tu as des coachs assez durs. J'avais reçu Steven dans un autre de mes podcasts qui s'appelle Dans les vestiaires, et lui me disait que justement à un moment il a arrêté le vélo à un niveau pro parce qu'il supportait plus que ses coachs lui hurlent dessus. Donc lui il est plutôt, je pense, il fait à ça l'inverse avec de moi, toi il est là-dessus. gonflé quand même, Je veux dire ça. Je t'enverrai le lien, tu pourras lui repasser si tu veux. Ah ouais, je lui remettrai une petite couche. Non, mais ouais, il est très dur avec moi. Il est très dur avec moi, mais il est dur avec lui-même, en fait, Steven. Donc voilà, il est comme ça. Et toi aussi, non, un petit peu. Ouais. T'es quand même exigeante avec toi-même. oui, mais je suis pas dure exigeante avec les autres. Ah d'accord. mais du coup, moi j'aime bien aussi ce niveau d'exigence. Ça, c'est sûr que c'est bien. Mais c'est vrai qu'à vélo, qu'est-ce qu'on se dispute, ça c'est la folie. Et à pied, non. À pied, on se marre parce qu'en fait, je pense qu'à pied, on est tous les deux pas forcément toujours au top. Là, je pense qu'on a le plus rigolé, c'est quand on est parti faire le GR20, on dit allez, on le fait en 4 jours. Et Steven, lui, il l'avait déjà fait, donc il savait qu'on n'y arriverait pas. Et moi, je dis mais non, c'est bon. Et puis on avait 4 jours et demi, donc ça va quand même, sans assistance, sans rien, parce qu'il n'y avait pas les refuges. Mais on était morts. Et là, voilà, là, on rigole bien, quoi. En général, à ce moment-là,
c'est en toute détente parce que c'est des trucs où on se fait pas de pression et voilà. Mais et puis sur les projets, souvent c'est moi qui lance les idées. Puis après il m'aide parce que lui il sait monter un projet en fait. Et moi je sais pas quoi. Moi je suis juriste, je sais pas, c'est pas mon boulot de monter des aventures, monter des projets, d'aller chercher des gens pour nous aider. Ça je sais pas du tout faire. Je sais pas raconter les histoires. C'est pas trop mon truc, mais du coup ça, il m'aide beaucoup parce que c'est vrai qu'après du coup c'est intéressant aussi parce que ça donne un sens au projet aussi quand tu le réfléchis, tu le conceptualises différemment, tu le vois autrement. Donc ça c'est assez intéressant. Donc ça il m'apporte pas mal de trucs là-dessus aussi. Et ouais, moi c'est sûr que quand je fais une course et qu'il est pas là, c'est sûr que j'ai besoin par téléphone qu'on communique quoi. Et quand il a fait sa Northscape, notamment, là, c'était vraiment un suivi minute par minute. Moi, j'ai pas dormi pendant 10 jours, quoi. Parce qu'en fait, cette course, lui, il a fait donc la Northscape, qui est la course du lac de Garde au Cap Nord. C'est 4005 ou je sais plus, ou 5000, non? 4005, ouais. Mais donc, en fait... c'est la guerre, en fait, c'est une course c'est la guerre des nerfs, c'est la guerre psychologique. Et en fait, la tête de course, qu'on ne se rend pas compte, c'est que la tête de course, ils savent tous exactement où ils sont par rapport aux autres, à quelle heure le mec devant il a bouffé, est-ce qu'il a dormi, est-ce qu'il a mangé des pâtes, est-ce qu'il est fatigué, est-ce que son vélo, il a mis de l'huile dans sa chaîne, quoi. C'est vraiment à ce point-là, quoi. Et ils le savent... parce que tout se sait, qu'est-ce que tous ils ont des assistants, tous ils ont besoin de communiquer pour savoir où ils sont sur les trackers, si l'autre il a pas bougé pendant 10 minutes, et forcément c'est hyper important dans la stratégie de course. Et je pense que quand t'es en tête d'une course comme ça doit rendre vraiment fou. Quand t'as un mec au cul là et que t'es fatigué et que tu dis je peux pas m'arrêter, je peux pas dormir. Parce que s'il me double, je suis en train de perdre mon podium ou je suis en train de perdre ma tête de course, là, c'est vraiment un autre niveau. Je sais pas si, par exemple, non, parce qu'en trail running, ils regardent pas leur téléphone. Donc, ils savent pas combien de mecs il est derrière. Ils le savent au ravito, mais ils le savent pas en continu. Alors que en ultra, ils ont leur téléphone et donc ils peuvent savoir en continu où sont les autres. Et puis, faut quand même rajouter que Steven, c'est le seul cycliste au monde qui te fait des stories toute la journée sur le vélo. Tout le temps. Ouais, t'as raison de dire que c'est le seul au monde, mais lui, il pourrait manger sur son vélo, dormir, manger une pizza, cuisiner, il peut tout faire sur son vélo. C'est hallucinant. Mais moi, je fais ça, je finis dans le fossé, quoi. Mais donc voilà, ça explique peut-être que vous vous entendiez pas si bien que ça en vélo, parce que lui, il est dans son élément, alors qu'en course à pied, vous êtes tous les deux dans un élément où vous sortez de votre zone de confort. Et je crois aussi, mais ça, c'était pas qu'avec lui, c'est que moi, j'ai fait beaucoup d'aventures seule, et que dès que j'ai quelqu'un avec moi, je rely on him, je me laisse aller, quoi, tu vois, et je me plains, alors que toute seule, je fais mon truc, mais dès qu'il y a quelqu'un, c'est vrai que je suis un peu plus lazy, quoi, et ouais, et ça, sur Steven, il supporte pas, donc en fait, il me laisse, il m'abandonne, et après, il faut que je le rattrape. Bon, c'est sympa la relation entre vous, du coup, au niveau sport. Non, mais ça, c'est les aventures à vélo. Ouais. Mais après, on a vécu des moments aussi d'aventures très difficiles, sur le lac Baïkal, où là, on était vraiment ensemble. C'était vraiment du début à la fin. Et c'était notre première vraie aventure dans le froid de Sibérie. Une traversée d'un lac très engagée, en autonomie. Dans la merde totale, parce qu'en fait on s'est retrouvés avec des vélos alors qu'il y avait 1 mètre de neige, et ça, voilà, on a vécu des moments avec où tu risques ta vie, quoi, où moi j'ai eu Steven qui respirait plus dans la tente, où il a fallu que je le sorte parce qu'on a eu un gaz qui fuyait, Steven qui tombe dans la glace, où là je me dis c'est fini. Et ouais, et on a vécu des moments vraiment forts, quoi, ouais. Et là, pour le coup, on est vraiment soudés et on cherche des solutions ensemble et en fait, plus t'es dans la merde.
Bon, on est au-delà du triathlon et même de l'Ironman. Pour reboucler un petit peu sur le triathlon, avec toutes les aventures dans lesquelles tu te lances, et surtout pour revenir sur ce que disait Olivier, tu es quand même assez équilibré dans tes entraînements. Tu nages un peu, tu cours un peu, tu roules un peu. Évidemment, on aura compris que le un peu, c'était avec des gros guillemets. Ouais, c'est équilibré, mais avec un certain volume. D'ailleurs, juste, excuse-moi, je t'interromps, Armano, mais ça représente combien d'heures d'entraînement en moyenne sur la semaine? Moi, je m'entraîne plus du tout comme l'enduroman. Je m'entraîne des 40 heures par semaine. C'est fini, ça, ce temps-là. Quand je faisais des Ironman, je m'entraînais 20 heures. Et là, je pense qu'on est encore sur ce même volume. Okay. Ça dépend du week-end que je fais, si tu veux. Mais bon, je fais 2-3 heures par jour, quoi, on va dire. Bon, donc, raison de plus. Ça dépend combien je fais, mais le week-end, je fais du long, mais ça dépend si la sortie longue, combien c'est. Ça. Tu dis 2-3 heures en général, tu gères comment tes semaines, toi? Parce que c'est 1 heure le matin et 2 heures le soir. Et le matin, je fais toujours 1 heure d'entraînement, ouais, tous les matins. Ouais. Donc, soit je vais nager, soit je vais courir. Ça, c'est toujours. Et le soir, 2 heures, ça dépend. Ça dépend, ça varie. Soit je me mets sur le home trainer, soit je vais... là, maintenant, je peux plus trop. Ici, là, c'est un peu galère pour rouler. Donc, c'est plutôt le week-end que je vais rouler. Mais là, j'ai récupéré mon home trainer. Donc, tu sais, pour des séances d'1 heure, c'est quand même... Ça fait le job. Et je fais quand même pas mal de PPG. J'en fais... je fais au moins 3 à 4 séances par semaine, facile. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais, facile. Et en plus, ça m'aide vachement, en fait. Et petite parenthèse, et puis Hermano, je te laisse poser ta question. Rouler à Riyad à vélo, c'est comment? Est-ce que t'as besoin d'avoir une bagnole derrière toi ou une moto ou un truc ou pas? C'est galère, non. Il y a des coins où tu peux rouler. Mais il faut y aller en voiture et après ça c'est cool, mais globalement il y a que 2 coins en fait, donc tu te fais vite chier. Après en gravel il y a un peu plus VTT gravel, il y a là tu vas dans des déserts où il y a des pistes donc ça c'est cool. Mais c'est sûr que c'est pas le Qatar qui avait une piste de 90 km, ou même les autoroutes finalement, où à part si t'as pas de chance, tu tombes sur le Land Cruiser qui a envoyé le texto et qui te cartonne, comme ça a pu arriver malheureusement. Sur les autoroutes, tu pouvais rouler. Ici, je roulerai jamais sur une autoroute. Je pense qu'il y a même des gens qui le feraient volontairement, tu vois. Donc non, ici malheureusement c'est pas possible. Okay. Donc, mais il y a 2-3 endroits où tu peux rouler. Mais ouais, la semaine, là, j'ai ménagé. Si, je roulais quand même. Il y avait un endroit où je roulais même le matin. Mais c'est pas mal de dos d'âne et tout, donc pas trop top. Bon, c'est vraiment pas l'idéal, Riyad. Mais c'est comme ça. Non, parce qu'il y a quand même il y a des villes comme ça qui sont vraiment difficiles. Enfin, moi j'ai vécu un petit peu au Pérou par exemple à Lima. Ouais. Et Lima, c'est impossible. Je vivais au bord de la mer et en fait pour sortir de la ville c'est l'horreur. Enfin tu t'oublies. Et en fait le seul endroit où il y avait moyen de rouler c'était l'autoroute en bord de mer. Mais sauf que comme c'est l'autoroute, en journée c'est mort parce que les voitures roulent trop vite. Et donc le seul moyen d'aller rouler c'est tu démarres vers 4h du matin et tu roules de 4 à 6 heures en semaine le matin avec une bagnole derrière toi pour être sûr que t'es pas bourré je crois. Tu vois, au Qatar on avait toujours des bagnoles d'assistance. Moi non, mais les gens en ont toujours. Ici je pense que ça doit pouvoir se faire mais le truc c'est que les endroits où les gens roulent, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas de voiture. Mais moi je trouve ça bien d'avoir une voiture d'assistance, mais ça veut dire qu'il faut rouler avec les groupes, etc. Ouais, et puis c'est un coût aussi. Enfin, tu dois payer quelqu'un. Si t'es un groupe, c'est rien du tout. Mais si t'es solo, là notamment mon projet que je veux faire en traversant l'Arabie, c'est sûr que ça va pas être un projet en autonomie. Ça c'est sûr que j'aurai une voiture derrière moi. Ouais, et puis ici, le truc, c'est que, alors Riyad, ça va, mais je reste une fille sur un vélo, quoi. Et les gens, ils sont tellement curieux qu'ils s'arrêtent tous, ils me prennent en vidéo. C'est de la curiosité. C'est pas, je pense qu'il m'arriverait rien. Mais il y a des moments où tu sais pas, quoi. Mais je voulais quand même faire la parenthèse parce que c'est vrai que s'entraîner comme ça, faire autant de volume et tout, c'est quelque chose.
mais en plus faire ça dans des pays qui sont quand même vachement différents de ce qu'on peut connaître en France, en Belgique ou dans le reste de l'Europe, c'est quand même quelque chose. Enfin voilà, je l'ai connu un petit peu aussi en Amérique latine et je sais que c'est encore un challenge supplémentaire, quoi. Ah bah clairement, je roule 10 fois moins qu'avant, hein. Là ici, ça c'est clair. Mais bon, c'est pas grave, je peux courir. Je peux nager. Bah là, ça y est, là, en fait, j'ai déménagé en fonction pour m'entraîner là, donc j'ai une piscine de 50 mètres là, tu vois, derrière. Donc je descends en pyjama, je mets mon peignoir et je descends dans l'ascenseur et voilà. Donc, mais ça, j'ai fait pour pouvoir faire la Manche. Tu vois. Donc, alors là, je comprends, mais ça a toujours été un critère pour moi. Les endroits où je vivais dans la ville, ça a toujours été un critère. C'était important d'avoir la piscine, le terrain d'athlétisme, ou en tout cas, ou les accès vélo. Enfin, c'est toujours un truc important quand t'es expat. Effectivement, tu fais hyper attention à ce genre de trucs. Ouais. Hermano, tu voulais poser une question, désolé, je t'ai coupé, ça a pris un peu de temps. Pas de souci, j'allais même continuer la parenthèse justement en te demandant comment était la condition des femmes sportives à Riyad, mais tu y as déjà partiellement répondu et puis je sais que t'en avais déjà aussi beaucoup parlé quand t'es passé sur le podcast de Bertrand Soulier, donc on va pouvoir refermer cette parenthèse-là. Mais oui, ce que je voulais te demander, c'est qu'en fait, déjà, tu as un entraînement équilibré un peu dans les 3 sports, t'aimes les aventures, t'aimes l'ultra. Est-ce que les multiples d'Ironman, c'est quelque chose qui pourrait déjà te tenter? Alors le double, le triple, le DK Ironman, ou pour l'instant t'en as pas encore trop entendu parler? Boucle là, non. Non, parce que c'est des boucles, c'est ça? Ouais, souvent c'est des boucles, ouais. Notamment les mecs qui font du DK Ironman sur des boucles d'1 kilomètre. Ce dont j'ai entendu parler, c'était des boucles. Donc ça, c'est hors de question. Enfin, non. Après, j'avais vu un truc à Hawaï sur des ultras, le championnat du monde d'ultra Ironman, c'est ça? Ou c'est le double en fait, c'est ça? Et il y a un championnat du monde à Hawaï, mais alors là, c'est hyper compliqué. Tu peux pas avoir des dossards. J'avais regardé ça. Mais je sais pas si je suis prête à me remettre au triathlon. Mais oui, peut-être un jour. Ouais. Si un jour il y a une course dans un endroit, tiens, j'ai envie d'aller là-bas, ou si quelqu'un m'en parle, ouais, pourquoi pas. Il faudra qu'on refasse un épisode, je pense aussi, parce que tu as très rapidement parlé de Kona et tous les auditeurs et les auditrices de ce podcast doivent forcément connaître Kona, qui est l'endroit où se déroulent les championnats du monde du triathlon Ironman. Peut-être pour finir, avant de te poser une dernière question, ce podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui as fait une courte incursion dans le triathlon et puis qui nous dit je suis peut-être pas forcément prête à y retourner, malgré tout, quel serait ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Déjà, il faut pas, souvent en général on veut pas se lancer parce qu'on sait pas nager. Alors ça c'est vraiment débile parce que moi, je savais nager. Quand j'étais gamine, je nageais super bien. Je faisais des compètes de natation. Enfin, super bien. Je faisais des compètes de natation et en fait, j'ai arrêté parce que je faisais trop de cheval. Donc, j'étais plutôt une bonne nageuse. Et puis, finalement, quand j'ai repris, j'avais le même niveau que quand j'avais 12 ans et j'ai jamais progressé. Et mes potes qui savaient pas du tout nager, je me rappelle, c'était des copains avec qui on était au lycée. Et pour passer le bac, je me disais, il va jamais avoir le bac en natation, tu vois. Et ils ont fait des triathlons avec moi et maintenant ils ont pris des cours tout de suite. Ils savaient pas du tout nager. Ils ont pris des cours tout de suite à 35 balais et maintenant ils sortent de l'eau, mais genre ils sont super forts. Donc en fait ça veut rien dire. Si tu sais pas nager le crawl, ça veut pas dire que tu prends quelques cours. Tu peux tout à fait être capable en pas longtemps d'être un très bon nageur ou au moins un décent nageur pour pouvoir après faire ta course. Donc ça, il faut jamais se mettre une barrière à cause de la natation. Ça, c'est vraiment absurde. Et après, souvent, la deuxième chose qui bloque les triathlètes, c'est ça prend beaucoup de temps. Alors ça, c'est vrai. Mais bon, il faut s'organiser différemment. Tu te lèves plus tôt. Enfin, ça, c'est de l'organisation, quoi. Et le conseil, moi, je pense que c'est un sport qui est vraiment super et qu'il faut le tester. Ça te donne beaucoup de choses dans la vie, en fait, après. Ouais, je dis que j'ai bouclé la page et tout, mais c'est en moi, quoi, tu vois. Et ça apporte énormément. Franchement, c'est un chouette sport et même si je fais plus d'Ironman et tout, ce que j'ai vécu sur mon premier Ironman, et ça me fait rire et tu vois, quand je vois des gens là qui font leur premier Ironman, mais je suis trop content pour eux, quoi. J'ai l'impression de le vivre avec eux parce que je trouve ça incroyable et je sais ce qu'ils ont vécu et
Et c'est beau, quoi, franchement, et ça t'ouvre plein de choses après dans la vie. Merci beaucoup pour ton retour, pour tes explications, pour tout le temps qu'on a passé ensemble. Je te préviens déjà tout de suite, on a explosé tous les compteurs. Hein. Là, Olivier, je crois que c'est notre épisode le plus long. Dans 10 minutes, ça fera 2 heures. Et puis peut-être pour terminer, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, si on veut suivre tes aventures, si on veut te soutenir, si on veut t'encourager, si on veut t'envoyer des petits messages pendant que tu es sur le vélo avec Steven pour que tu puisses le supporter, où est-ce que ça se passe ? Sur Instagram, moi j'ai que Instagram. Je suis pas passée à Snapchat. Ici, ils ont tous Snapchat en Arabie Saoudite, même les Bédouins dans le désert. Je sais même pas ce que c'est, moi. Donc Perrine Fage sur Instagram. C'est super. Merci beaucoup encore Perrine. Olivier, encore une question où on libère Perrine pour qu'elle aille se coucher et enchaîner sur son entraînement demain matin. Effectivement, vu le décalage horaire, je voudrais pas te prendre tes quelques heures de sommeil si précieuses. Mais non, effectivement, juste pour confirmer ce que tu disais par rapport à la nage, je connais des triathlètes qui sont très mauvais nageurs et qui nagent même enfin pas à la brasse, qui nagent à la brasse du coup. Je fatigue aussi. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, même si on est mauvais nageur, au pire, un Ironman, ça peut se terminer à la brasse, ça met plus de temps, mais c'est possible aussi. Donc voilà, effectivement, la natation, ça ne doit pas être un frein non plus. Donc si vous saviez d'où je viens au niveau de natation, vous verrez que effectivement, ça ne veut rien dire. Ah ouais, mais moi j'ai fait des excellents résultats. J'ai fait le seul podium que j'ai fait en Ironman, il y avait que mon vélo au parc. Hein. Mais ça me met une rage de monter sur le vélo dernière, mais c'est génial, quoi. Ça me fait remonter après. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est que ça. Alors, j'ai jamais eu le dernier vélo quand même du parc à vélo, mais c'est vrai qu'en général, il en reste plus des masses. Non, il y avait celui de Perrine derrière. Je sais pas, on s'est peut-être retrouvé sans le savoir. Mais effectivement, pareil, le vélo, je commence le vélo et pour moi, c'est là que la course commence, quoi. Tu fais que dépasser et puis voilà, et c'est là que tu reprends un peu du poids de la bête, quoi. C'est vrai que pour compléter, faut pas oublier que le triathlon c'est 3 sports. Donc pourquoi se mettre des barrières uniquement sur la natation ? Oui, non, mais c'est vrai que beaucoup de gens ne font pas du triathlon. Je sais pas nager, c'est la première chose qu'ils disent. Et soit vous vous y mettez, vous prenez des cours et franchement on peut progresser très vite. Soit c'est perdu pour vous, mais vous pouvez quand même sortir de l'eau à un moment donné, et comme moi, je nagerai jamais vite, et vous pouvez quand même sortir de l'eau, et voilà, et c'est pas parce que vous avez perdu 10 minutes, ça se rattrape très rapidement 10 minutes, hein. Déjà apprenez à courir, parce que les triathlètes, on sait pas très bien courir, enfin ça dépend lesquels, mais en fait il y a beaucoup à gagner sur la course à pied, je pense. Et le vélo aussi, hein. Mais non, la course à pied, il y a quand même vachement à gagner, hein. Non, mais bien sûr, c'est sur la course à pied que ça se gagne en général en triathlon. Je sais pas, mais en tout cas, perdre 10 minutes en natation, c'est pas la mort. Enfin, moi, on parle pas de ceux qui... Là, on parle pas du top 10, mais perdre 10 minutes, c'est pas la mort. Hein. Même pour des age groupers, 10 minutes, ça se remonte facilement, même pour être en tête de course. Hein. Enfin, dans le podium, en tout cas. Chez les filles, pas chez les hommes. Vous, les hommes, ça va beaucoup plus vite. Ça laisse moins... Les hommes, sur un 73, déjà, là, si on perd 10 minutes à la natte, faut bien courir. Hein. Ouais, faut bien envoyer en vélo et il faut bien courir. Ouais. Super. Écoute, merci beaucoup Perrine encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ces 2 bonnes heures qu'on a passées ensemble. Et puis, bonne continuation, bon courage pour tes défis et peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser un de ces 4 dans un parc, un vélo ou au bord d'un trail ou de je ne sais quelle aventure sur laquelle tu te lanceras. Un petit peu, mais rien d'exceptionnel, rien de comparable à... On ne verra pas à Chamonix alors. Non, on nous a proposé de venir justement pour le TMB. Je crois que c'est sur l'année prochaine. C'était Blaise Dubois de la clinique du coureur qui nous proposait de passer. Donc voilà, peut-être que ça se mettra, on verra. C'est un grand moment, hein. C'est une belle. Ouais. Non, ça serait c'est quelque chose, effectivement. Je pense que c'est sur la bucket list. C'est effectivement. Franchement, n'importe quelle course, hein. C'est l'ambiance la semaine, c'est ouais. Non, mais j'en ai fait un petit peu, effectivement, je trouve ça très chouette, et c'est vrai que, je veux pas relancer le truc, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au cyclisme, parce que c'est vrai que moi je viens plus du vélo aussi, c'est vrai que c'est une autre ambiance.
tu sois même sur un triathlon ou sur une course cycliste, c'est pas du tout la même ambiance. Une course cycliste, tu sens la tension, les gens sont nerveux. Le triathlète, il est pas nerveux, il est cool, enfin tu vois, il est dans son truc, il suit ses allures et voilà. Mais t'as pas ce stress de la course cycliste où t'es dans le peloton, tu peux tomber d'un moment à l'autre. Enfin, t'as beaucoup plus d'adrénaline en fait dans un peloton de vélo. Et effectivement, et les gens s'insultent, mais c'est systématique. Enfin, j'ai pas fait une course vélo où qu'on rentrait dans le peloton, les gens s'insultent pas parce que ça se pousse, ça pousse des coudes, etc. Et effectivement, tu as cette tension, même si les gens au final ils sont bienveillants, on traverse la ligne d'arrivée et voilà, et on est tous copains, mais effectivement, tu as une tension de malade sur le vélo que tu vas pas forcément retrouver sur d'autres, enfin sur le triathlon. Et le trail, c'est encore autre chose, c'est encore plus bon enfant. Tu prends le départ de l'UTMB. T'as combien on est, je sais pas, 2000 je crois. Et t'as que des mecs de 45 ans qui ont un boulot, machin, et qui se chient dessus parce qu'ils se disent j'ai peur, je vais faire toute la boucle et je dois revenir. Et c'est fabuleux quoi, c'est vraiment très rigolo. Non mais c'est des ambiances complètement différentes effectivement. Puis de toute façon, il faudra qu'on aille faire un tour à l'UTMB, un de ces quatre, parce que maintenant l'UTMB fait partie du groupe Ironman. Donc pour devenir triathlète, il va falloir qu'on y aille. Yes, tout ça converge. Hein. Enfin, je veux dire, au final, effectivement, il y a énormément de triathlètes qui passent sur le trail. Au final, je pense. C'est des disciplines qui sont un petit peu différentes, mais qui ont tendance à être de plus en plus complémentaires. On voit le gravel qui se développe énormément aussi. T'as pas mal de pros qui switchent là. Hein. Quand tu vois David Haas ou là il y avait Mike sur la diagonale, c'est marrant. Cédric, Fleurton. Oui, voilà. Et c'est souvent des très bons coureurs aussi. Hein. Et puis Yann Frodeno là qui était sur un triathlon gravel. Avec la chemise hipster et tout quoi. Voilà exactement. Au final, il a tout lâché. Tout ça ouais. Non mais tout ça se mélange un petit peu et puis au final ça fait un peu partie d'une philosophie, d'un mode de vie, c'est le sport d'endurance. Je vais te dire que le gravel et l'ultracyclisme, ils font semblant d'être cool avec des chemises de hipster, mais les courses, c'est une ambiance, il y a toujours des histoires. Et il y a une salle, les gens aiment pas que je dise ça, mais moi je trouve qu'il y a une sale mentalité parce qu'il y a toujours des histoires il y a tricherie, il y a pas de tricherie, machin, et toujours des histoires. Et finalement, c'est le milieu qui a l'air le plus cool et qui est pas forcément le plus cool. C'est pas pour balancer, mais quand même. Ça dépend des courses en fait. Ça dépend des courses. Voilà. Sur la Race Across Belgium, par exemple, ça n'arrive jamais. Non, mais sur le Gravelman, t'y vas, c'est trop cool. C'est vraiment la meilleure ambiance du monde. Mais il y a des courses, et il y en a pas mal, où c'est vraiment... il y a toujours des histoires, et mais c'est surtout... ça dépend. Mais il y en a une bonne partie quand même. Et les Gravelman et tout ça, ça c'est l'ambiance rigolote, quoi. Et, ça dépend des enjeux. Mais remarque, la Race Across Belgium, il n'y a pas ça ? Ah ouais, ça m'étonne. Ça m'étonne. Non, enfin, pas en tout cas, pas sur la première édition en tout cas. On verra ce que ça donne l'année prochaine. Par contre, l'attention, moi, je l'ai senti en tant que spectateur, en te suivant toi, Olivier, je peux t'assurer que on se mordait tous les doigts, mais on se tapait pas dessus, donc ça va. Non, c'était bienveillant. Bon, Perrine, on va pas te retenir plus longtemps. Je pense qu'il est temps pour toi d'aller dormir. Moi aussi. Merci à toi. C'était on a fait 2 heures là, quasiment à une minute près. C'était hyper intéressant. J'ai adoré cet échange. Et puis on suivra tes aventures de très près évidemment. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Salut Perrine. Bonne continuation. Ciao. Salut Armano. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.